Donc, bienvenue à tout le monde pour cette petite formation, je ne sais pas si on doit appeler ça une formation, ou en tout cas une présentation sur les inspections des autorités de concurrence. On a essayé de vous faire une première partie qui sera assez rapide sur le rappel des principes, parce que ça fait peut-être pas de mal de se rappeler quelles sont les règles. Et puis après, on a élaboré des scénarios, une dizaine de scénarios. On va vous faire réagir et après vous avez dans vos présentations physiques, vous avez les réponses et les points qu'il faut garder à l'esprit lorsque vous êtes confronté à telle ou telle situation. Donc, on va commencer. Donc, vous avez le petit plan qui s'affiche, donc les autorités, les pouvoirs, les limites, et puis à vous de jouer pour que ce soit un peu plus ludique et un peu plus interactif. Mathieu nous avait mis à cœur que ce soit quelque chose de pratique et qu'on puisse, le cas échéant, aussi répondre à vos questions, avoir une discussion. On est suffisamment peu nombreux pour que ça puisse être comme une espèce de table ronde. Alors, quelles autorités pouvez-vous rencontrer lorsqu'il y a des downgrades? Il y a la Commission européenne, il y a l'autorité de concurrence, bien sûr, la DGCRF, il y a la CNIL aussi, qui est de plus en plus active dans des downgrades. Les pouvoirs et les obligations qu'on va vous décrire ne s'appliqueront pas nécessairement dans leur totalité à ces autorités-là, mais malgré tout, c'est un bon réflexe. Et il faut avouer, moi j'ai des amis qui font énormément qui subissent énormément l'AFA, et on me dit que quand même c'est la concurrence qui inspire beaucoup toutes ces autorités qui se targuent maintenant de faire des downgrades. Alors, le downgrade est probablement le principal et plus efficace outil pour les autorités pour détecter des infractions. Et sur ce slide, vous voyez les déclarations de Madame Vestager ou de Maria Jaspers à la Commission européenne, qui est en charge des infractions, enfin des cartels. Et ils sont tous assez prolixes dans leurs déclarations pour dire les downgrades, c'est vraiment le top pour rassembler de l'information et être efficace dans la collecte de preuves pour établir une infraction. Depuis janvier 2023, il y a eu 4 downgrades qui ont été opérés par la Commission européenne et un seul par l'autorité de la concurrence je ne me rappelle plus dans quel secteur c'était la distribution alimentaire. Non, c'était le rail. Le rail. Ah ben voilà, le rail. Le transport de voyageurs. Le transport de voyageurs, ok. Et puis, il y a différents moyens autres que les downgrades. Il y a les enquêtes simples, il y a les demandes d'information, il y a les auditions, et on va vous parler de tous ces moyens-là également, de manière probablement moins détaillée, mais on va quand même les évoquer parce qu'elles présentent aujourd'hui des particularités et c'est aussi assez contraignant pour les entreprises. La raison pour laquelle il n'y a pas eu énormément de downgrade français pour le moment, vous savez qu'il y a eu un changement à la tête de l'autorité de la concurrence. Donc, Madame Isabelle De Silva a été remplacée par Monsieur Benoît Cœuré, qui est un néophyte en matière de concurrence. Il ne connaissait pas du tout. Et donc, on avait vécu la même chose quand Monsieur Lasserre a été remplacé par Madame De Silva. Il y a une espèce de période relativement plus calme, parce que déjà il y a les dossiers en cours, mais aussi ces gens-là doivent prendre, je dirais, leur marque, comprendre comment ça fonctionne, etc. Et en général, après, l'activité reprend assez rapidement. Donc, il y a 3 types d'enquêtes en matière de concurrence. Donc, il y a l'enquête administrative simple, l'enquête administrative lourde, et ensuite, il y a l'enquête pénale sur laquelle on dira aussi quelques mots, même si elle est quand même, je vous rassure tout de suite, relativement rare. Et donc, l'objectif des enquêtes simples et lourdes en matière de concurrence, c'est donc la recherche de preuves d'infraction au droit de la concurrence, alors que l'enquête pénale, lorsqu'elle est actionnée en matière de concurrence, c'est la recherche combinée en fait d'une infraction concurrence et d'une infraction éventuellement sanctionnable sur le plan pénal. Laurence, je te laisse décrire le déroulement des enquêtes.
Donc, aujourd'hui, donc on se concentre sur les autorités de concurrence. Il y en a 3 qui sont susceptibles d'intervenir en inspection dans vos locaux, le cas échéant. La première, c'est la Commission européenne, évidemment. Compétences et affectation du commerce entre États membres, mais en réalité, cette affectation, elle est assez facilement démontrée, hein. Il suffit que la pratique soit potentiellement nationale. Ça suffit pour qu'il y ait une compétence de la Commission si elle le souhaite, puisque le deuxième critère, c'est l'intérêt communautaire. La Commission a l'opportunité des poursuites et donc c'est elle qui décide si elle choisit de se saisir d'un cas, auquel cas elle aura la préséance sur les autorités nationales, ou si elle choisit au contraire de laisser les autorités nationales enquêter sur un sujet donné. La seconde autorité, c'est évidemment l'autorité de la concurrence. Elle peut donc se saisir d'enquêtes qui portent sur des infractions, y compris au droit communautaire, à la seule condition que la Commission ne se soit pas saisie d'abord du sujet. En pratique, il y a un réseau européen de concurrence. Les autorités se parlent entre elles et échangent pour décider quelle est l'autorité qui va enquêter sur un sujet donné. Et puis la troisième, qui honnêtement, dans ce qu'on voit, est de plus en plus importante, c'est la DGCCRF. Pourquoi elle est de plus en plus importante? Parce qu'ils ont des ressources qui sont nettement supérieures à celles de l'autorité de la concurrence en termes de personnel, parce qu'ils ont les directs dans chaque région, qui sont quand même assez pléthoriques et qui leur permettent d'avoir des gens sur place pour aller faire les inspections. Donc, ils sont très utilisés, y compris pour des cas qui, au final, vont se retrouver à l'autorité de la concurrence par le biais de 2 mécanismes. Le premier, c'est que quand la DGCCRF souhaite faire une inspection, elle doit en informer l'autorité de la concurrence qui peut décider de reprendre l'inspection à son compte ou en réalité, le plus souvent, vous voyez là, en 2021, 14 fois sur 109 décisions d'inspection de la DGCCRF, elle le fait assez rarement. Ce qui est plus fréquent, c'est qu'elle va laisser la DGCCRF faire l'inspection. Sur cette base, la DGCCRF va faire un premier rapport, y compris en ayant ensuite conduit des auditions, demandé des renseignements complémentaires, etc. Ce rapport va être transmis à l'autorité et c'est à ce niveau-là que l'autorité, lorsqu'elle décide que le cas l'intéresse et qu'il y a potentiellement une infraction, elle va récupérer le dossier. Si elle ne récupère pas le dossier, la DGCCRF a elle-même des pouvoirs de sanction qui sont relativement limités, puisqu'en réalité, elle ne peut sanctionner que les petites pratiques, alors plus seulement les micro-pratiques, mais aussi les plus petites pratiques, mais il faut que le chiffre d'affaires cumulé des entreprises soit inférieur à 200 millions d'euros. Donc, c'est plutôt quand même des pratiques locales que des pratiques nationales. En pratique, donc, enquête française, là on est plutôt sur l'enquête lourde, ce qu'on appelle le downgrade classique et ce à quoi on pense généralement. Les enquêtes simples, c'est des demandes de vérification de pièces sur place. Donc souvent, la DGCCRF le fait beaucoup plus que l'autorité de la concurrence. L'autorité de la concurrence généralement fait des downgrades. La DGCCRF en revanche peut assez régulièrement écrire pour prendre rendez-vous et dire voilà, je veux consulter tel document chez vous. Ça, c'est l'enquête simple. Là, on parle plutôt de l'enquête lourde, donc le downgrade, présentation des inspecteurs à l'accueil vers 9 h du matin. En France, pour des raisons pratiques, l'enquête ne dure qu'une journée. La raison pratique, c'est que l'enquête doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Et cette ordonnance du juge des libertés et de la détention, donc l'autorité présente des éléments de preuve sur lesquels elle considère qu'il y a une raison de lancer cette inspection. Le JLD accorde dans 100% des cas l'ordonnance qui lui est demandée et nomme des officiers de police judiciaire qui vont accompagner les agents de l'autorité ou de la DGCCRF, le cas échéant, pour faire l'inspection. Ces agents de police judiciaire, ils sont en réalité disponibles pendant 24 heures. Ce qui veut dire que l'autorité a 24 heures pour faire son inspection. Donc, elle arrive à 9 h du matin, elle repart quand elle a fini. Avec Mélanie, on a vécu des inspections où quand elle a fini, c'est 5 h, 5 h 30 du matin. Donc, ça donne une dimension aux inspections françaises que les inspections européennes n'ont pas. Voilà. Les officiers de police judiciaire, c'est évidemment très impressionnant, mais ce sont aussi les représentants du juge des libertés et de la détention pendant
l'inspection. Et en réalité, ils peuvent jouer un rôle très important sur lequel on reviendra. Inspection européenne, donc c'est un peu différent. L'inspection européenne, elle dure généralement 3-4 jours. Pour des raisons pratiques, ils arrivent généralement le mardi matin, parce que le lundi, il y a une réunion pour expliquer à toutes les personnes qui vont faire le downgrade, souvent dans des États membres différents, ce qui est recherché. Parce que, évidemment, pour faire un downgrade, vous avez des gens qui, dans le downgrade, vous avez une équipe qui va être sur le cas ensuite. Mais vous avez aussi plein de gens qui ensuite ne seront pas sur le cas parce qu'il y a besoin de plus de monde. Et donc, il y a une formation le lundi de tous ces gens-là. Et puis ensuite, le mardi, généralement, l'inspection commence. Elle se poursuit jusqu'au jeudi ou au vendredi. Et si elle n'est pas terminée, la commission peut mettre en place ce qu'on appelle une inspection continue, c'est-à-dire qu'elle prend sous scellé les données qu'elle n'a pas fini de regarder et elle va continuer l'inspection dans les locaux de la Commission européenne. Ensuite, ça peut durer très longtemps. On a un cas récent où ça a duré plusieurs mois ensuite. Alors, pas continu, évidemment, pas tous les jours, mais où les membres du case team et les avocats de l'entreprise, et le cas échéant des représentants de l'entreprise, continuent l'inspection dans les locaux de la Commission. Ça peut être assez lourd. Normalement, la commission n'a pas besoin d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle peut toutefois, si elle anticipe le problème, la demander de manière préventive. Si elle la demande de manière préventive, il n'y a pas de nomination immédiate de l'OPJ et elle n'est pas obligée de la notifier. Si tout se passe bien, elle ne le fera pas. Si tout ne se passe pas bien, elle peut repartir, aller faire nommer un OPJ et revenir. Et dans ce cas-là, elle sera accompagnée de l'autorité de la concurrence et d'OPJ qui, eux, auront tous les pouvoirs qu'ils ont dans l'inspection française. Les pouvoirs des inspecteurs, ils sont larges. Il y a un droit d'accès à peu près à tout. La différence, c'est qu'en France, il y a un pouvoir de... Oui. Conseilleriez de s'opposer systématiquement ou... Non, on va le voir tout à l'heure, mais non, la jurisprudence est assez stricte en matière d'obstruction et l'obligation de coopération des entreprises est large. Et de manière générale, on ne conseille à peu près jamais à nos clients de s'opposer à une inspection de la Commission européenne, même s'ils ne sont pas accompagnés d'OPJ. D'abord parce que, honnêtement, on va y venir, les inspections de la Commission européenne se passent généralement de manière un peu moins tendue que les inspections de l'autorité avec OPJ qui ont lieu en 24 heures. Alors, il y a du pour et du contre. 24 heures, c'est plus court, ça disrupte moins la vie de l'entreprise parce que c'est plus ramassé. Honnêtement, finir une inspection à 5 heures du matin avec le procès verbal, avec la fatigue et avec du coup des inspecteurs qui sont beaucoup plus agressifs, qui ont un droit de fouille, c'est ce que j'allais dire, qui peuvent vraiment entrer dans les bureaux, ouvrir les placards, fouiller, prendre ce qu'ils veulent prendre. L'autorité, la commission n'a qu'un droit de copie, alors que l'autorité, elle a un droit de saisie. Honnêtement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je vais peut-être vous donner un exemple pratique. On a vécu une inspection où, c'est pas nous qui l'avons vécu, mais il y a eu une affaire où une société s'est opposée sciemment au downgrade, c'était en Allemagne, parce qu'ils étaient conscients qu'il y avait des documents qu'ils voulaient faire disparaître, tout simplement. C'était à une autre époque, c'était il y a 10-15 ans. Et en Espagne, les entreprises ne s'étaient pas opposées. Donc, des documents ont été saisis qui n'ont pas été retrouvés, parce que les inspecteurs, après, ils reviennent avec les autorités locales et tous les pouvoirs que les officiers de police judiciaire ont, etc. Et donc, des documents ont été trouvés, n'ont pas été trouvés dans l'entreprise qui avait fait obstruction, mais ont été trouvés ailleurs, qui montraient bien que cette entreprise avait participé, et ça a été retenu contre elle comme un facteur aggravant d'avoir eu ce comportement. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà. Est-ce qu'on traite les questions, vous voulez qu'on passe
J'avais des questions sur le ça. On le fait après Je pense que dans les scénarios, on va retrouver tout et on aura la discussion. Ça va être plus simple pour ne pas hijacker la suite. Voilà. Mais donc, effectivement, les pouvoirs de l'autorité française sont plus larges. Fouille, saisie, contre-pouvoir de copie pour la commission. Ça a un impact, ça, et avec le timing de l'inspection, ça a un impact sur la façon dont les inspections se déroulent en pratique et le niveau de stress. Alors, le niveau de stress des employés est toujours assez élevé, hein, c'est assez violent de toute façon, mais l'autorité, avec son pouvoir de fouille et les OPJ qui sont quand même des officiers de police armés qui se baladent dans l'entreprise avec les inspecteurs, c'est généralement pas une bonne expérience pour les gens qui ont ça. Oui, juste pour rajouter quelque chose, c'est vrai, on a tendance à oublier quand on les voit débarquer avec leurs flingues. Il y en a qui jouent au cow-boy, hein, je veux dire, c'est clair, ils le posent sur la table, enfin, passons ce genre de détails. Mais juridiquement, ils sont là pour la protection de l'entreprise. Ils ne sont pas là pour aider les inspecteurs. C'est ça où il y a une grosse confusion, y compris dans leur tête, parce que, comme disait Laurence, ils sont, je dirais, la courroie de transmission, que s'il y a un problème, c'est eux qui en réfèrent normalement au juge des libertés, qui doit à ce moment-là statuer en direct ou en différé. Généralement en différé. Et voilà. Donc, c'est pas, mais c'est pas perçu comme ça par les entreprises, n'est-ce pas? Et mais c'est important de le savoir parce qu'on peut à ce moment-là aussi les mettre devant les responsabilités lorsque une situation tendue se présente. Alors, quelques mots sur les inspections au domicile des salariés d'expérience. Je sais que c'est devenu quelque chose qui stresse assez les entreprises parce qu'il y en a eu et donc on a su que ça se faisait maintenant. C'est sûr que ce sont les conséquences de la pandémie, hein, parce qu'il y a de plus en plus de télétravail et donc les autorités ont commencé à considérer, oh là là, et s'il y avait des choses qui se trouvaient chez les salariés à la maison, etc. En revanche, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, ça fait beaucoup de bruit parce que ça fait peur, mais il n'y en a pas beaucoup. Et en réalité, et on le verra aussi par la suite, c'est que aujourd'hui, on a quand même tous nos ordinateurs. Tout est accessible quand vous êtes dans l'entreprise. Et bon, bien sûr, il peut y avoir des documents cachés, des gens qui emmènent les documents à la maison, mais c'est quand même relativement rare. Et il y a plein de garde-fous pour protéger les salariés. En effet, au niveau européen, il est prévu dans le règlement 1/2003 que la Commission peut faire des inspections dans les domiciles d'un dirigeant ou d'un salarié. Mais il faut une autorisation judiciaire, il faut qu'il y ait des soupçons raisonnables que des éléments se trouvent au domicile du salarié, et ça ne peut se faire qu'après consultation avec l'autorité de concurrence locale de l'État membre où l'inspection va avoir lieu. Et enfin, il faut l'autorisation préalable du juge. Et vous imaginez que le JLD, Laurence disait, il autorise 100% les downgrades. Il n'autorisera pas 100% des inspections dans les domiciles. Il va être beaucoup, beaucoup plus vigilant sur la protection des libertés des individus que la protection d'une entreprise. Mais si l'autorisation est donnée, à ce moment-là, ils ont accès à tout dans le domicile. À vous de dire que par exemple, l'ordinateur familial, est-ce qu'ils ont le droit d'y aller ou pas? Ça va être au cas par cas. Ça va être au cas par cas. S'ils ont des éléments qui permettent d'établir que cet ordinateur, ils ont trouvé quelque chose qui venait de cet ordinateur, ça devient un ordinateur qui est à usage multiple et donc y compris professionnel. Je pense, on va passer aux saisies informatiques qui passionnent en général beaucoup. Avec raison, parce que dans nos environnements de travail aujourd'hui, les saisies papier qu'on avait dans les années 80-90, où ils saisissaient les agendas papier, les fiches, les notes de frais, etc. Aujourd'hui, tout ça est informatisé, donc c'est devenu beaucoup plus rare. Même si on a eu un cas récemment où ils ont saisi des cahiers manuscrits
manuscrits qu'il a fallu retranscrire comme des petites mains. Mais voilà, c'est quand même aujourd'hui le gros des saisies, c'est les saisies informatiques. Et évidemment, ça a un impact important parce que les saisies informatiques, c'est évidemment les serveurs, les ordinateurs de bureau, mais c'est aussi les téléphones portables, les tablettes, les clés USB, tout ce qui peut contenir des fichiers qui sont potentiellement pertinents pour l'enquête. Et ça veut dire que, évidemment, comme le disait Mélanie, c'est l'ordinateur de travail, mais ça peut être aussi si un salarié a sur son bureau une clé USB qu'il utilise pour stocker ses photos de vacances, les photos de ses enfants et des présentations qu'il doit faire professionnelles, la clé USB peut être saisie, elle peut être regardée. Donc, il y a un côté très intrusif, évidemment, qui est lié à la nature hybride de la façon dont on utilise aujourd'hui ces outils informatiques. Il est important de savoir que sur la question de la localisation des données, la règle, c'est que toutes les données qui sont accessibles depuis l'entreprise visitée peuvent être saisies. Où qu'elles soient situées, c'est une vieille jurisprudence, mais qui évidemment aujourd'hui, avec tout le phénomène de cloud, etc., a encore plus d'importance et peut poser des questions parce que le fait que les données soient accessibles pour consultation, c'est pas tout à fait la même chose que les données soient accessibles pour téléchargement et saisies par les autorités de concurrence. Et donc, parfois, ça pose des problèmes IT qui sont assez importants et sur lesquels on va revenir. Là encore, il y a deux approches différentes entre la commission et l'autorité. L'autorité, dans la mesure où elle prend copie et où elle ne saisit pas, elle fait une sélection ciblée des documents qu'elle va vouloir saisir. Donc, ça veut dire qu'elle se branche sur les serveurs de l'entreprise, qu'elle sélectionne les parties des serveurs, par exemple, toutes les messageries mail du directeur commercial. Et dans ces messageries, elle va faire des recherches par mots-clés et extraire les emails qu'elle veut saisir. Elle saisit beaucoup de documents, mais voilà, ces documents sont a priori ciblés, ils répondent à un certain nombre de mots-clés. Et au-delà même de répondre à un certain nombre de mots-clés, ils les regardent de manière très rapide pour vérifier qu'effectivement, ça les intéresse. En France, l'autorité a construit, avec la bénédiction de la Cour de cassation, une fiction juridique qui est que les messageries informatiques, les emails, la boîte email, c'est un fichier unique, un fichier .pst qui serait un seul fichier qui serait insécable. C'est-à-dire que pour garantir son intégrité, notamment celle des métadonnées, ce fichier ne pourrait pas être séparé, donc on ne pourrait pas saisir seulement certains emails. Il faudrait nécessairement saisir l'intégralité de la boîte mail, et c'est validé dès lors qu'il y a au moins une phrase dans un email de la boîte mail qui est potentiellement pertinent pour l'inspection. Donc, ça fait des saisies extrêmement massives, indifférenciées, qui posaient notamment la question des correspondances couvertes par le secret des correspondances avocat-client. Et ça fait quelques années maintenant que l'autorité et la DGCCRF ont mis en place ce qu'on appelle les scellés fermés provisoires, c'est-à-dire que ces messageries sont saisies, mais si l'entreprise indique qu'elles contiennent des correspondances avocat-client, l'autorité et la DGCCRF acceptent généralement, pas toujours, ils n'y sont pas forcés, mais ils acceptent généralement, c'est la pratique, de donner 15 jours à l'entreprise pour identifier l'ensemble de ces courriers et ensuite procéder à leur destruction dans les boîtes mail qui ont été saisies. C'est un processus qui est extrêmement lourd, mais qui permet malgré tout d'éliminer un certain nombre de choses. On va y revenir de manière plus détaillée. Les limites au pouvoir des inspecteurs, elles existent. Il n'y en a pas énormément, mais elles existent quand même. Mélanie le mentionnait. La première, c'est le juge des libertés et de la détention, qui est quand même le garant du bon déroulement des opérations, et notamment du respect des droits de la défense et du secret professionnel. Le JLD, encore une fois, il n'est pas saisi directement, il est saisi via les OPJ. Donc, il peut y avoir des réserves et des demandes qui sont faites aux OPJ pendant
l'inspection, et il peut y avoir également des réserves qui sont remises aux OPJ à la fin de l'inspection, dans les cas où l'autorité, et c'est assez fréquent en réalité, dans les cas où l'autorité refuse d'inscrire les réserves au procès-verbal. On y reviendra, le procès-verbal de l'autorité, c'est vraiment le procès-verbal de l'autorité, et souvent on est obligé de remettre les réserves aux OPJ. Il y a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Vous avez peut-être l'impression qu'on prêche pour notre paroisse, mais on vous conseille fortement d'y avoir recours. C'est assez important. On a le droit d'informer son conseil dès le début de l'inspection. On reviendra sur la communication ensuite. Ce qu'on peut faire est très limité, mais appeler ses avocats, c'est autorisé. En revanche, il n'y a pas d'obligation pour la commission ou l'autorité d'attendre que les avocats soient sur place pour commencer. Laurence, je vais rajouter un petit point là-dessus sur la présence des avocats, parce qu'il y a le texte dit l'entreprise a droit à la présence d'un avocat. Et certains inspecteurs de l'autorité, notamment, ont commencé à vouloir dire qu'un avocat, ça veut dire un avocat, et non pas un cabinet, etc. Et donc, on a eu pas mal de discussions et pas mal de combats qui ont été menés par les avocats sur cette notion-là. Et après, il y a une vraie négociation qui s'engage. Oui, vous ne pouvez pas être 12 avocats. Oui, mais vous avez 12 équipes. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que le service juridique c'est vraiment très important que les gens dans les services juridiques soient quand même formés à cette matière, parce que parfois, on n'arrive pas à avoir autant d'avocats qu'il y a d'équipes d'inspection, et donc il faut des shadows, comme on les appelle, pour que quand même chaque opérationnel qui va être visé par l'enquête dans son bureau, etc., puisse avoir l'assistance qu'il convient. C'est vraiment très important. Et là-dessus, la commission est un peu plus flexible que l'autorité. Généralement, eux sont assez clairs sur le fait qu'il y a des avocats autant que de besoin. L'autorité a pris une position un peu plus radicale. Il y a 3 protections générales sur lesquelles on va revenir l'une après l'autre, qui n'ont pas aujourd'hui le même degré d'effectivité devant les autorités. La première, c'est le champ des saisies, qui est normalement limité à celui qui est celui de l'enquête. En pratique, on va voir que bon. Le second, c'est le droit de ne pas s'auto-incriminer. Et le troisième, c'est évidemment le secret des correspondances avocat-client. Sur le champ des saisies, donc les saisies, elles doivent en principe être limitées aux documents qui sont en lien avec l'enquête. Ceci étant, c'est interprété de manière extrêmement large par les autorités de concurrence et par les juridictions de contrôle. Donc, souvent, ça vise tout un secteur et pas un marché déterminé. La question de lien avec l'enquête, c'est ce que je disais. Un document de 200 pages dans lequel il y a un paragraphe qui potentiellement a un lien avec l'enquête, ça suffit à ce que le document soit saisissable. Là encore, notamment quand on est avec la commission, il y a, et parce que la commission prend copie et ne saisit pas de manière indifférenciée, il y a quand même une discussion qui est possible, notamment pour les entreprises, si c'est votre cas, c'est important, qui ont des branches d'activité très distinctes. Moi, je sais que j'ai vécu un cas avec la commission où ils fouillaient le bureau du directeur commercial de l'activité qui les intéressait, et cette personne avait changé de poste 1 an avant, et elle était dans une autre branche d'activité qui n'avait rien à voir jusque-là, et donc elle avait énormément de dossiers dans son bureau qui avaient encore trait à son ancienne activité. Donc voilà, là on négocie, on essaye d'expliquer qu'effectivement ces dossiers-là, ils n'ont rien à voir, ils traitent d'une branche d'activité qui est complètement séparée. Quand c'est la commission, ils sont souvent assez raisonnables. Quand c'est l'autorité, c'est généralement un peu plus compliqué. Seconde protection, c'est le droit de ne pas s'auto-incriminer. Alors là encore, c'est une protection qui est très importante à avoir en tête, mais c'est une ligne très très fine sur laquelle on marche, puisque on ne peut pas répondre on a le droit de ne pas répondre plutôt à une question auto-incriminante. En revanche, on doit répondre à toutes les questions factuelles que peuvent poser les autorités.
Ce qui veut dire que vous n'avez pas à répondre à une question qui est: est-ce que vous avez participé à une entente anticoncurrentielle avec l'entreprise XYZ? En revanche, vous ne pouvez pas refuser de répondre à une question qui serait: est-ce que vous avez participé à la réunion du 12 novembre 2022 avec les entreprises XYZ? Là, vous êtes obligé de répondre, c'est une question factuelle. Donc, c'est une ligne extrêmement fine sur laquelle on marche. Et là encore, les équipes juridiques ont vraiment un rôle important. On le verra sur les auditions quand on en parlera tout à l'heure. Un rôle vraiment important d'aider les opérationnels à naviguer cette question sans tomber dans l'obstruction qui peut évidemment coûter très cher à l'entreprise. Puis le troisième, c'est les correspondances avocat-client, et je laisse Mélanie. Oui, alors je sais que c'est un sujet évidemment qui vous intéresse énormément, surtout vu les débats qui sont aujourd'hui en cours, et on espère tous qu'il y aura enfin une solution qui sera apportée. Mais la solution qui sera apportée, à mon avis, ne va pas non plus être formidable, parce que nous-mêmes, nous sommes limités dans ce qui est protégé en définitive. Donc le principe, et la France a un principe qui ressort de la législation. Il y a la loi du 31 décembre 1971 et la loi du 22 décembre 2021 sur la confiance dans l'institution judiciaire, qui reconnaît le principe de la confidentialité de toutes les correspondances d'avocats. Et donc, quand on dit toutes les correspondances d'avocats, c'est toutes les correspondances d'avocats. L'Union européenne, elle, a une vision beaucoup plus stricte de ce qui est une correspondance d'avocats protégée, puisqu'on reconnaît la confidentialité, mais elle est limitée à ce que ça intervient dans le cadre de la procédure à laquelle l'entreprise est partie. Et donc, c'est extrêmement compliqué, parce que par définition, le downgrade est a priori le début d'une enquête, et donc vous n'avez pas encore de correspondance d'avocat a priori qui concerne cette enquête. Donc, en gros, pratiquement rien n'est protégé, mais bon, il y a débat sur le sujet, et on y reviendra. On peut discuter de ce genre de choses. En France, par ailleurs, il n'y a que les avocats indépendants qui, pour le moment, ont toujours le bénéfice de ce privilège, et des avocats inscrits dans un barreau de l'Union européenne. Donc, désormais, un avocat anglais ne bénéficie plus de la protection. Donc, il faut quand même l'avoir à l'esprit, et la Commission est extrêmement rigoureuse là-dessus, pour des raisons aussi qui tiennent un tout petit peu à la politique, je pense. Voilà. Donc, en ce qui concerne le contenu des correspondances, j'avais déjà évoqué la partie européenne, où c'est lié donc à une procédure concurrence en cours. Au niveau de la France, c'est limité à la correspondance qui est liée à l'exercice des droits de la défense. Donc, ça veut dire que c'est uniquement par rapport à des procédures judiciaires ou administratives, et non pas des consultations. Et évidemment, c'est un énorme problème, parce que Dieu sait qu'il y a des consultations d'avocats qui peuvent concerner des mises en garde, des analyses d'un comportement, etc., qu'ils peuvent prendre. Alors, on a des débats. Laurence parlait des scellés, etc. Selon les relations qu'on peut aussi avoir avec les inspecteurs de l'autorité, on arrive à plus ou moins obtenir un retrait de tout ce qui est correspondance d'avocats. Mais quand ça se passe mal, et si on fait des recours, etc., les juges ne sont pas helpful, comme on dit. Ils considèrent que c'est lié uniquement au droit de la défense. Et Mélanie, peut-être qu'on peut dire que ce qu'on voit, nous, aujourd'hui, c'est que l'autorité, Stanislas Martin, en gros, le rapporteur général, a une vision très, très, très restrictive des correspondances avocats-clients. Quand c'est des enquêtes de la DGCCRF, et on le disait au début, c'est très souvent aujourd'hui des enquêtes de la DGCCRF, si on a recours à la procédure de scellé provisoire, si on y a un recours, dans ce cas-là, souvent, c'est ce que disait Mélanie, ça se passe mieux, et on arrive à faire retirer des scellés, des correspondances avocats-clients
au sens large, au sens de la loi de 71. Voilà, et peut-être là un exemple qu'on a eu vraiment récemment, et bon, on est devant la Cour de cassation dans ce dossier-là et on est très inquiet de ce que la Cour de cassation va décider. C'est qu'il y a eu une inspection en province de la Directe. Ils ont parlé au directeur général, il n'y avait pas de juriste présent dans la filiale, et ils ont demandé est-ce qu'il y a des consultations d'avocats. Non, il n'y a pas de consultation d'avocat dans ma boîte mail. D'accord. Ils ont tout saisi. Et après, quand nous, on a reçu le paquet, la copie de la saisie, combien il y en avait? 6 000. 6 000 consultations d'avocats dans la boîte mail. Alors, en fait, ils ont demandé est-ce que vous croyez qu'il y a des documents qui sont couverts par le privilège des correspondances avocat-client? Et évidemment, demander comme ça, quelqu'un qui n'est pas juriste, aucune idée. Et il a répondu spontanément, à ma connaissance, non. Et c'est là où c'est très. Du coup, ils n'ont pas proposé la procédure de scellé provisoire en s'appuyant sur le fait qu'on leur avait dit qu'il n'y avait pas de correspondance protégée. Et ensuite, devant un juge, là, c'est très, très compliqué. C'était très, très compliqué. Enfin, c'est toujours très compliqué. Et le problème, c'est que en matière de concurrence, contrairement à la matière fiscale, on est devant la chambre criminelle, alors que la chambre commerciale de la Cour de cassation est beaucoup plus soucieuse de garantir la confidentialité des correspondances d'avocats, alors que la chambre criminelle, pas du tout. Et donc, il y a un vrai sujet sur ces correspondances d'avocats qui sont saisies et si on n'a pas fait les réserves dont on discutait. On en arrive à la fin de l'inspection. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'inspection, que ce soit la européenne ou française? Il y a les autorités établissent un procès verbal. Et ce procès verbal est évidemment un élément de preuve extrêmement important. Donc, il faut absolument le relire très soigneusement. Alors, c'est pas très compliqué avec la commission parce qu'en général, ça se fait le vendredi, fin de matinée, début d'après-midi, avant qu'ils ne repartent à Bruxelles. En revanche, avec l'autorité, ça se fait à 3, 4, 5 heures du matin, avec tout le monde qui est dans un état d'épuisement assez poussé. Et par ailleurs, alors que les inspecteurs ont pris leur temps pendant toute l'inspection, là, ils deviennent quand même très, très pressés d'en terminer tout d'un coup. Donc, alors, relisez, vite, 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 voilà. Et donc, là, il faut encore avoir l'énergie pour dire, donc, écoutez, on va faire ça calmement et bien. Et il faut vraiment, parce que souvent, il y a des parties qui sont pré-rédigées au fur et à mesure de la journée. Et donc, il faut être extrêmement soigneux. Il faut avoir collecté des différentes équipes les problèmes qui se sont posés au cours de l'inspection pour pouvoir vérifier que ce qui est écrit est juste et pour pouvoir faire les réserves que Laurence évoquait, parce que c'est quand même rare qu'il se passe rien qui soit critiquable. Et donc, les réserves, avant, c'était relativement facile de les consigner à la fin du PV, c'est-à-dire si, par exemple, ils ne voulaient pas faire des changements ou rajouter des choses, on le fait à la fin du PV. Les dernières expériences sont plutôt qu'ils ne veulent pas. Leur PV doit tenir lui-même. Donc, en fait, il faut immédiatement préparer un courrier pendant l'inspection qu'on leur demande d'annexer à leur PV. Et ensuite, on l'envoie le lendemain matin au JLD, au rapporteur général, etc., pour que tout ça soit consigné. Parce que si vous ne le faites pas, au moment de la procédure, c'est trop tard. Donc ça, c'est extrêmement important. Et d'un point de vue pratique, on se pose parfois des questions si tous les avocats doivent rester pendant toute l'inspection sur place, parce qu'il peut être assez utile d'avoir quelqu'un d'assez frais qui arrive vers minuit et qui a encore sa tête critique sur les épaules. Donc, on se pose les questions, mais en même temps, c'est assez compliqué de partir d'une inspection. Donc, c'est plus à titre anecdotique. J'en viens maintenant au devoir de collaboration. Et monsieur, ça va adresser la question que vous vous posiez. En fait, l'obligation, elle est vraiment absolue de coopérer avec les autorités de concurrence pendant l'inspection, et ce, durant toute la durée de la procédure. Et si on ne coopère pas, eh bien, il est relativement facile pour les autorités de constater une obstruction. Je vous donne un exemple que j'ai vécu quand j'étais jeune inspectrice à la Commission européenne.
on avait fait des enquêtes dans le ciment et on avait, je l'ai raconté récemment à Laurence, ça l'a fait rire, et on avait un directeur général qui était assisté par un jeune avocat qui aujourd'hui a mon âge, donc on était jeunes tous les deux. Et on posait des questions avec mon collègue qui, lui, était beaucoup plus senior, d'origine sicilienne, bien costaud. Et il commençait à poser des questions et l'autre qui ne laissait pas son directeur général répondre, c'était l'avocat qui répondait. Et ça s'était passé 2, 3 ans avant, des réunions, et il répondait. Et donc, on disait, mais attendez, vous n'y étiez pas. Donc, comment vous répondez? Laissez votre client répondre. Et il répondait, et il répondait. Donc, on s'est concerté et on a fait un constat d'obstruction. Et bon, le jeune avocat s'est fait engueuler par le vieil avocat qui n'était pas là pendant cette inspection. Ils sont venus dardard le lendemain à Bruxelles pour essayer de négocier qu'on lève le procès-verbal d'obstruction, ce qu'on a fait parce que tout le monde a droit à l'erreur et finalement, ça n'avait pas eu d'impact. Mais tout ça pour dire le PV d'obstruction peut tomber assez facilement quand on ne coopère pas. Alors, on dépasse l'anecdote, la coopération a lieu dès le tout début de l'inspection, c'est-à-dire ils arrivent et immédiatement il faut être coopératif. Donc on les reçoit, on les installe dans une salle, on leur donne l'organigramme qu'ils demandent. D'ailleurs, organigramme très important. De plus en plus, on voit des entreprises qui n'ont pas d'organigramme. Donc parce que ça change tout le temps, parce que c'est pas à jour, parce que voilà. Donc c'est très important d'avoir le bon organigramme parce que eux ils viennent avec leurs idées et parfois et même très souvent, c'est pas juste la personne qui cherche n'est plus en fonction, etc. Donc c'est important d'avoir un organigramme et aussi d'avoir la possibilité que si telle personne n'est pas là, qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire le second en fait dans ce cadre-là. Ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas parce que vous avez un individu qui ne coopère pas ou qui est nerveux ou qui est agressif ou qui refuse de répondre à une question que vous pouvez dire ah bah c'est machin qui a fait ça, c'est pas moi. Enfin c'est pas moi l'entreprise. L'entreprise est responsable de tous ses salariés, que ce soit au niveau du comportement pendant une inspection ou en ce qui concerne ce que vous savez tous très bien, ce qu'ils écrivent. Donc c'est l'entreprise qui est responsable. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, j'allais. Je t'entendais respirer. non, j'allais juste dire que ça peut être compliqué sur, par exemple, des standardistes ou des gens à l'accueil qui peuvent mal réagir quand les inspecteurs arrivent. Et comme le disait Mélanie, c'est dès le début de l'inspection et tout le monde. Donc, c'est important aussi parfois de former des gens auxquels on ne pense pas nécessairement, ou en tout cas qu'ils aient un petit vadémécum. On y reviendra, mais c'est un point important. Et quid des intérimaires? Les salariés, est-ce que c'est strict ou est-ce que c'est tous les gens qui sont là au nom de l'entreprise? Oui, exactement. C'est exactement et qui ont un ça. rapport de subordination, donc l'intérimaire qui pas au sens du droit social, mais la personne qui est là et qui travaille de facto pour l'entreprise au moment où ils arrivent. Ce qui est très important, c'est, et ça, nous, on conseille que ce document existe parce que créer tout sur pièce quand on est en situation de stress, c'est quand même pas facile. Donc, il existe une espèce d'email type signé ou du directeur juridique ou du responsable de l'entreprise qui, dès qu'une inspection commence, part chez tous les salariés en disant « nous sommes sous inspection ». Ne détruisez aucun document, ne parlez pas à l'extérieur. Voilà, exactement. On est dans notre bulle d'inspection et personne ne doit le savoir et on coopère. C'est vraiment très important. Et attirer leur attention sur les scellés. Parce que quand les inspecteurs arrivent, ils ont identifié donc les salariés ou les bureaux qu'ils veulent inspecter et ils mettent des scellés sur les portes. Et notamment la Commission européenne met des scellés le soir. Donc, c'est un moment assez solennel en fin d'inspection le soir. On met les scellés sur les bureaux, sur les portes des bureaux. Donc, ils ne sont pas accessibles, ils ne peuvent pas être nettoyés. Et on signe en fait un procès-verbal de scellé. Et le lendemain matin, on signe un procès-verbal de levée de scellé. Et il y a eu des grosses amendes qui ont été prononcées parce que
enfin tout le monde en a entendu parler de ces femmes de ménage, entre guillemets, qui ont cassé un scellé. Une petite question sur ça avait beaucoup de sens quand il y avait des bureaux. Le micro. Pardon. Ça avait beaucoup de sens quand il y avait des bureaux dans les sociétés, mais de plus en plus, c'est du flex office. Est-ce qu'on peut avoir des scellés sur tout un étage? Alors ça, moi, je ne l'ai jamais vu. Mais je pense que théoriquement, c'est possible. Et ils scellent, en fait, ils mettent une espèce de papier sur la paroi du bureau, en fait, ou sur le bureau. Donc, ce bureau est sous inspection. Et ils scellent les tiroirs. Oui. Ça, par contre, moi, j'ai déjà eu. Ils scellent, par exemple, toute la colonne de tiroirs. Ils scellent les placards. Ils scellent ce qui peut contenir des choses qu'ils ne veulent pas voir disparaître. Et la notion de sceller est un peu fictive parce que c'est pas bon. La commission, elle a des jolis trucs avec des étoiles et tout ça qu'elle colle et qui donc on décolle le matin. En revanche, l'autorité, elle met une espèce de papier bureau sous inspection et c'est un scellé au sens voilà. Les sanctions en cas de non-coopération, on vous les a mis dans les slides, c'est pas très intéressant de les descendre. Vous avez, ça peut coûter cher, voilà, il faut le savoir. Et donc, je crois que c'est important quand vous formez vos salariés qu'ils connaissent les conséquences que ça peut avoir pour l'entreprise de ne pas coopérer. À la fin de l'inspection, donc on arrive vers la fin de cette présentation plus générale. Donc, ce qui est très important, évidemment, c'est d'avoir des débriefings entre représentants de l'entreprise qui ont été visés par l'inspection et direction juridique et avocats. Pour la commission, comme ça dure sur plusieurs jours, on conseille vivement que ça se fasse chaque jour pour faire l'état des lieux ce jour-là, qu'est-ce qui a été saisi, etc., pour pouvoir se préparer, réagir, etc. Et il y a la question de la clémence qui peut se poser si on veut faire une demande de clémence pendant que l'inspection est en cours. Donc, le débriefing est extrêmement important et c'est aussi important par rapport aux incidents qu'il y a pu y avoir. Là, je repasse vers la partie française où on discute tout ce qui s'est passé pendant cette inspection, pas les choses dramatiques qui ont été consignées dans les réserves, qu'elles soient sur PV ou séparément, mais aussi, je dirais, chacun va venir avec ses impressions, qu'est-ce qu'il a ressenti, etc. Et donc, c'est un moment très important puisque c'est là où on décide de la suite qu'on va réserver. Donc, on organise en général un compte-rendu extrêmement détaillé de l'inspection où tous les faits et gestes vont être consignés. Rappelez-vous que les délais de recours sont très, très courts contre et l'ordonnance d'inspection et le déroulement, puisque c'est deux procédures différentes de l'inspection, c'est 10 jours. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des recours conservatoires, hein, parce qu'on n'a pas tout vu, on n'a pas tout su, etc. Et après, on l'a eu là récemment, on a retiré notre recours contre l'ordonnance parce qu'à la réflexion, il n'y avait rien à critiquer. Et ce n'est pas la peine de faire des recours pour rien. Et en revanche, on a beaucoup contesté le déroulement de l'inspection, notamment à cause des saisies qu'on vous décrivait des correspondances d'avocats. Je vous parlais de la clémence, c'est souvent là qu'on décide est-ce qu'il y a moyen de faire encore une clémence. En général, quand ils ont fait un downgrade, c'est que, ils avaient déjà des éléments et deux, ils les ont collectés. Donc, vous n'allez pas être numéro 1 de demandeur de clémence après le downgrade, mais vous pouvez quand même encore imaginer apporter des choses. Les interviews qu'on fait avec les salariés peuvent révéler qu'on a des choses à contribuer. Personnellement, je ne suis pas une fan de la clémence, donc c'est pas, je crois que je ne l'ai jamais faite. En fait, j'ai fait des clémences, mais pas suite à un downgrade, parce que finalement, l'aveu de culpabilité coûte trop cher. Ce qu'on en retire au niveau d'être numéro 2 ou 3 par rapport à une défense, dans l'équilibre, je trouve que souvent, ce n'est pas suffisamment balancé à l'avantage de l'entreprise. Donc, c'est un peu tard pour faire une clémence. La clémence a un intérêt quand vous êtes le premier, quoi, voilà.
C'est à ce moment-là aussi qu'il faut décider à quel forensique on fait recours, puisque les documents saisis sont en général extrêmement nombreux. Donc, vous n'allez pas payer des cabinets d'avocats pour regarder chaque document. Donc, on met tout ça chez un opérateur forensique et après, on travaille avec les mots-clés, avec l'intelligence artificielle, etc., pour limiter la revue des documents et le risk assessment à ce qui est essentiel et non pas à passer des heures et des heures à regarder des documents qui n'ont aucun intérêt. Ça permet aussi pour les scellés provisoires notamment, de sortir les correspondances d'avocats, pouvoir les communiquer aux inspecteurs et les faire sortir ou supprimer des documents saisis. Enfin, il y a tout ce travail, je dirais, de homework suite à une inspection à faire qui est assez lourd. Hein. C'est quand même des moments qui sont très coûteux en ressources humaines, en honoraires, etc. On a seulement 1 mois pour demander la confidentialité des documents qui ont été saisis. Ce qu'on fait souvent, c'est comme la messagerie est un seul document insécable, eh bien, on demande la confidentialité pour l'ensemble de la messagerie et et l'autorité déconfidentialise au fur et à mesure qu'elle utilise des documents qui sont dans cette messagerie. Alors, ça peut sembler très protecteur, mais en réalité, c'est aussi un piège pour les entreprises puisqu'on n'a pas accès à tout. C'est-à-dire, quand nous allons recevoir une notification de grief, il y aura des documents qui vont être utilisés et déconfidentialisés des autres parties à la possible entente ou infraction. Il n'y aura que les documents que l'autorité veut utiliser qui vont être déconfidentialisés. Tout le reste confidentiel. Donc, en fait, on n'a pas accès à tout le dossier et il y a probablement des documents à décharge qui peuvent se trouver dans tout ça, dans toute cette magma d'informations auxquelles on n'a pas accès. C'est là qu'il faut espérer que les avocats des autres parties aient bien fait le travail et eux réussissent à identifier les éléments à décharge et qu'ils décident de les produire. Mais ça fait beaucoup de si. Ensuite, autre conseil très pratique que je vous partage, c'est que, surtout quand on est en présence d'une entente, quand on est dans une procédure pour abus de position dominante, c'est un peu moins le vrai, mais tout le monde va se précipiter sur les meilleurs. Et il n'y a pas énormément de cabinets d'économistes sur la place. On a tous nos préférences et il n'y a pas non plus énormément d'avocats à la Cour de cassation qui sont familiers des questions de concurrence. Donc, nous, dès qu'on a un downgrade, on réserve l'avocat à la Cour de cassation, on réserve l'économiste. On ne va peut-être pas les utiliser, on n'en sait rien. Mais on réserve ces gens-là parce qu'après, une fois qu'ils sont pris, ils ne peuvent pas prendre un autre dossier et donc on est désespéré à chercher le meilleur ou ceux avec qui on aime bien travailler. L'exercice des voies de recours, donc Mélanie en a parlé un tout petit peu et c'est très straightforward, donc je vais aller vite. En France, on peut attaquer à la fois l'ordonnance et le déroulement des opérations de saisie. On fait un recours conservatoire contre les deux et puis ensuite on décide. C'est devant le premier président de la cour d'appel compétente. Les délais sont courts et le recours évidemment est non suspensif. À cela près que l'autorité et la DGCCRF évitent généralement de se lancer à corps perdu dans la revue des documents qui est très très lourde et qui leur demande beaucoup de personnel, tant que les recours ne sont pas purgés, au moins en appel. Si ça va en cassation, ensuite généralement ils s'en fichent un peu plus, mais généralement ils évitent quand même de commencer à mettre trop de ressources sur un dossier tant que l'appel contre les OVS n'est pas purgé. La Commission européenne, ça a été longtemps beaucoup plus simple et beaucoup moins protecteur, c'est-à-dire que le tribunal considérait que c'était avec le recours au fond contre la décision de sanction qui peut intervenir 3, 4, 5, 6 ans plus tard. Donc évidemment, il y avait très peu de jurisprudence et en fait, ça ne servait pas à grand-chose. La jurisprudence la plus récente est un peu revenue là-dessus, avec l'idée que, alors vous ne pouvez toujours pas attaquer la décision d'inspection, contrairement à l'ordonnance du JLD, et vous ne pouvez pas attaquer de manière générale le déroulement
de l'inspection, mais en revanche, vous pouvez saisir le tribunal immédiatement s'il y a eu des mesures qui sont de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux de l'entreprise. Ça veut dire correspondance avocat-client, ce qui est quand même important. Ça veut dire existence de données personnelles saisies. Et ça veut dire la question de l'auto-incrimination. Ceci étant, à part la question des documents couverts par le secret des correspondances avocat-client, c'est quand même des choses qui sont assez rares parce qu'encore une fois, la commission, elle fait des saisies ciblées. Donc souvent, c'est discuté avec la commission pendant les saisies. Et notamment, peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, ce que fait la commission, c'est que, donc je le disais tout à l'heure, vous avez une équipe d'inspection qui arrive, il y a des gens qui seront sur le dossier, et puis il y a des gens qui ne seront pas sur le dossier. Et parmi ces gens qui ne seront pas sur le dossier, il y a ce qu'ils appellent des LPP experts, c'est-à-dire des Legal Professional Privilege experts, qui sont des gens avec qui vous pouvez discuter de la question de savoir si tel ou tel document peut être saisi. Et comme ils ne font pas partie du case team qui ensuite regardera le dossier, ça permet de discuter d'un document plus en profondeur avec quelqu'un qui ensuite ne le gardera pas gravé dans sa mémoire pour l'utiliser dans le dossier. Mais bon, ça reste un recours qui est relativement limité et relativement restreint et qu'on utilise très peu souvent en réalité en matière d'inspection européenne. Autre chose dont on voulait vous parler, et c'est la dernière avant les inspections pénales, c'est les demandes d'information des autorités. On en parlait tout à l'heure parce qu'on l'a eu dans un dossier en France. De plus en plus, les autorités se disent pourquoi faire un downrate qui va mobiliser mes équipes pendant plusieurs jours si vous êtes la commission ou pendant 24 heures et les laisser épuiser si vous êtes l'autorité, quand en réalité, je peux faire juste une demande de renseignement où je vais dire à l'entreprise, bah voilà, moi je veux que vous regardiez dans les boîtes mail du directeur commercial et de 3-4 chargés de compte et puis du directeur qualité par exemple, avec voilà la liste de mots-clés, vous en avez 50, 100, et puis vous allez me donner tous les documents qui correspondent. Et on a eu un cas récemment où tous les documents qui correspondent, c'était plus de 100 000 documents. Et ça permet donc de récupérer énormément d'informations, autant quasiment que dans un downrate, puisqu'en réalité, ils vous demandent de faire tourner les mots-clés qu'ils auraient fait tourner pendant un downrate, en leur permettant, eux, de faire l'économie de ça. C'est extrêmement lourd, extrêmement onéreux pour l'entreprise, c'est extrêmement bénéfique pour l'autorité, parce qu'en plus, la question de savoir comment on fait un recours contre ces RFI s'est posée. Ça a été tranché au niveau européen par le tribunal. Il y a un recours immédiat sur la proportionnalité des RFI, notamment quand ils sont trop lourds. Mais il n'en reste pas moins que c'est extrêmement intéressant pour les autorités et que jusqu'ici, même s'il y a des recours, les barrières qui ont été mises par les tribunaux sont relativement limitées. Certes, la demande doit être proportionnée, circonscrite aux indices que détient la commission, ça doit être motivé et circonstancié. En gros, la jurisprudence dit pas de fishing expedition. Vous ne pouvez pas juste, si vous avez 0 indice d'une pratique, aller demander tout et n'importe quoi à l'entreprise. Mais au-delà de ça, les garde-fous sont extrêmement limités. J'ai eu une demande comme ça, et donc ils m'ont demandé le communiqué le cadre de leur demande, le pourquoi. Le pourquoi de leur demande. Ce qui fait qu'il y avait un risque d'auto-incrimination qui était très élevé. Et donc, il y a eu des échanges de mails, mais pendant plusieurs jours. Et ils m'ont dit, bon, maintenant, ça suffit, arrêtez de poser votre question. Autrement, on va vous menacer d'obstruction. Répondez à la question. Et je ne savais pas dans quel cadre était faite cette demande. C'était l'autorité ou c'était la DGCRF? L'autorité. L'autorité. Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils n'ont aucun. Alors, c'est ça qui est fou. Autant pour faire un downgrade,
En France, il faut une autorisation du JLD, ce qui est protecteur parce que pour obtenir l'autorisation du JLD, ils sont obligés non seulement d'expliquer le problème qu'ils ont en tête, mais aussi de donner les documents qui leur permettent de dire que ce n'est pas un problème purement théorique, c'est quelque chose qui est susceptible d'exister. En revanche, en RFI, effectivement, il n'y a pas besoin d'autorisation. Donc, il n'y a aucune décision préalable qui doit être prise, qui effectivement donne le cadre, vous explique pourquoi. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est beaucoup plus facile pour eux d'utiliser ce... Ouais. Je pense quand même que c'est assez rare qu'ils ne donnent pas, je dirais, un élément d'information, que juste ça débarque comme ça, une question, merci de répondre à telle question. Je ne sais pas si c'était dans le cadre d'un questionnaire, dans le cadre d'une acquisition qui avait été faite, ou si c'était plutôt vous qui étiez visé, j'en sais rien, voyez. Mais normalement, ils doivent donner... Mélanie, dans le cadre de la distribution, c'est... question générale, relation distributeur-fournisseur. Ouais. Ça veut tout et rien dire. Oui, vous aviez votre cadre, en fait. Ouais, ok. C'est ça. Excusez-moi, petite question rapide, j'espère. Lorsque donc là, on a une requête d'information, comme vous venez de le décrire, à ce moment-là, cette recherche de mots-clés, elle se fait par le département informatique de l'entreprise, ou il est recommandé de prendre un forensique? Il est très recommandé de prendre un forensique. Ce qu'on fait, c'est que d'abord, parce que ça permet d'être sûr qu'on ne loupe rien, ça permet aux avocats et aux juristes de revoir en même temps, ça permet de sortir, alors parce que par contre, quand on fait ça, on sort directement les correspondances qu'on considère couvertes par le secret des correspondances avocat-client. C'est à peu près le seul avantage qu'on a. Donc ça, pour le coup, on le fait directement et on le fait avec une vision large des secrets des correspondances avocat-client. Ça donnera certainement lieu à du contentieux un jour, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on fait. Et du coup, à moins que vous soyez Google et que votre département informatique soit le plus sophistiqué du monde, c'est vraiment beaucoup plus facile d'avoir recours à un surtout, forensique. c'est très, très lourd pour l'informatique en interne. Et puis, les forensiques, ils savent quand même vraiment faire ce genre de choses, quoi. En matière de compliance, ils ont tellement l'habitude de faire ce genre de recherche de documents. Et puis, tout de suite, ils les classent aussi correctement pour que ce soit plus facile à revoir pour le risk assessment, etc. Ne serait-ce que classer par custodian, arriver à dédoubler, tout ça, c'est des outils que certaines entreprises ont, mais pas tous les départements informatiques. Et est-ce que vous conseillez de faire venir un huissier pour constater que la recherche par mots-clés a bien été celle que c'est pas la peine? Non. Souvent, en plus, c'est très court. Alors, ça dépend, mais ça peut être... Moi, je sais qu'à la commission, alors c'était dans un cas de contrôle des concentrations, mais ils avaient demandé comme ça une recherche qui aboutissait à plus d'1 million de documents. Ils avaient donné 1 semaine. Bon, qu'on veut négocier quand même. Oui. La concentration, c'est plus compliqué parce qu'ils sont tenus à des délais très courts. Ouais. Moi, j'ai juste une question. Je pense qu'on est alors dans le domaine de la pharma. Ça a dû arriver à quelques-uns d'entre nous il n'y a pas très longtemps. Un matin, il y a 2 inspectrices de la DGCCRF qui étaient là. Je suis descendu. En plus, il se trouve que j'étais au bureau ce jour-là, donc je suis descendu. Je leur ai dit quel est votre mandat? Aucun, rien. On vient comme ça et on vous demande. Et le cadre, en grosso modo, c'était les relations entre les labos et les professionnels de santé. Et on a compris assez rapidement, ça faisait suite à la condamnation il n'y a pas très longtemps d'un laboratoire dans la partie plutôt en est de la France. Et apparemment, de ce qu'on a compris, mais bien après, elle faisait une sorte de tour, tournée. Une tournée des labos. Utilisent l'enquête simple. Et alors, voilà, exactement. C'est là qu'ils utilisent l'enquête simple. L'enquête simple, et donc, GCCRF adore. On a essayé de définir un peu, finalement, le cadre de leur enquête, parce qu'il n'y en avait pas. Ouais. Mais Mathieu, l'enquête simple est pour moi vraiment un cauchemar parce qu'elle n'est pas encadrée. C'est ça. Elle n'est pas encadrée. On ne sait pas très bien quels sont les droits, les obligations. C'est très pénible. C'est très pénible.
Et malgré tout, ils ont quand même leur tempérament d'inspecteur. Et donc, une fois que vous les laissez rentrer, eh bien, c'est compliqué de ne pas donner suite à ce qu'ils demandent. Oui, et là-dessus, la jurisprudence est vraiment très compliquée parce qu'ils considèrent que comme il n'y a pas de pouvoir de coercition en enquête simple, tout ce que vous donnez a été remis volontairement. Même si en réalité, voilà, et quand il n'y a pas de juriste sur place, c'est encore pire. C'est terrible. Donc tout ce qui a été remis volontairement, donc il n'y a pas de possibilité de contestation. Y compris si c'était couvert par le secret des correspondances avocat-client, y compris si c'était auto-incriminant, il n'y a plus de possibilité de revenir dessus, puisqu'on considère que pas de pouvoir de coercition, remise volontaire. Et il y a une erreur aussi qui est souvent faite, parce que souvent, ils ne s'adressent pas du tout ni au service juridique, hein, ils s'adressent à des opérationnels. Vous étiez là par chance, voilà. Parce que la personne qu'ils ont appelée m'a appelé. Vous a appelé, mais ils n'ont pas du tout, voilà. Et donc, les opérationnels, ils ont une espèce d'obsession, et c'est normal, c'est leur syndrome du bon élève. oui, et puis qu'il faut coopérer, etc. Et donc, ils ont tendance à ne pas vouloir fâcher, en fait, la personne qui fait l'inspection. Et nous, parfois, on est quand même avertis des enquêtes simples, ils prennent rendez-vous, etc. Et donc, nous, on est parfois invités à se joindre à cette inspection. Et les opérationnels, en général, ils ne trouvent pas ça bien du tout qu'on soit là, parce qu'ils disent « Ah non, mais si il y a un avocat, ça veut dire qu'on est déjà dans l'hostilité et qu'on ne veut pas coopérer, etc. » Donc, il y a vraiment… Moi, je ne suis pas une fan des enquêtes simples parce que je trouve qu'on on se fait davantage piéger que dans un down-raid où on est en situation de tension absolue et très vigilant. Dans l'enquête simple, voilà. Monsieur. Là, il y a une petite chose qui m'échappe. Donc, l'enquête simple, il n'y a pas de pouvoir de coercition, mais on a une obligation de coopération. Non, l'obligation de coopération n'est pas la même, justement. C'est pas la même. Au niveau européen, si. Oui, c'est vrai. Au niveau européen, oui. Mais oui. En fait, au niveau européen, il n'y a pas vraiment de distinction entre l'enquête. Une fois que vous les laissez, en fait, tu répondras pour la partie française. Au niveau européen, si vous les laissez rentrer, vous avez les mêmes obligations et les mêmes devoirs que si c'était un down-raid. Au niveau français, mais vous pouvez ne pas les laisser rentrer, en fait. Vous voyez ? Mais le truc, moi, je me rappelle, dans ma carrière d'inspecteur, on a fait des inspections en Grèce. C'était peu de temps avant l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne et il y avait encore les traumatismes des colonels. Et donc, on avait décidé, en faisant une inspection, d'y aller avec un mandat, tout simplement, parce qu'on s'est dit, s'ils acceptent, ça se passera mieux que si on arrive avec nos gros sabots. En revanche, on avait la décision dans notre poche, au cas où ils avaient refusé. Et ça s'est fait de manière smooth, parce qu'on savait qu'une fois qu'ils nous laissent rentrer, les obligations étaient les mêmes. Pardon, je t'ai… Non. En France, c'est vrai que c'est assez différent. En France, en enquête simple, le seul pouvoir des inspecteurs, c'est celui de demander communication des documents professionnels. Et donc, effectivement, mais en fait, c'est là que ça devient assez large et c'est là que c'est bien d'être conseillé et c'est bien justement d'avoir les juristes qui sont sur place. Documents professionnels, évidemment, les inspecteurs vont essayer de jouer sur le fait que tout est un document professionnel et normalement, la demande est censée être suffisamment circonscrite, mais évidemment, ils vont essayer de dire « donnez-moi tous les documents que vous avez sur tel sujet ». Et là, on retombe effectivement dans… en réalité, à la base, l'enquête simple en France, elle était prévue pour que les inspecteurs des GCCRF notamment puissent demander les comptes, vraiment les factures, les documents professionnels. Et c'est devenu aujourd'hui un espèce d'objet non identifié où on peut demander un peu tout ce qui leur passe par la tête. D'où le fait de pouvoir aussi, là, dire non, ça ne rentre pas dans le champ de ce qu'on peut demander sur le fondement de l'enquête simple. Ce n'est pas un document professionnel. Vous devez circonscrire la demande un peu plus. Mais c'est là où on retombe dans ce que disait Mélanie. C'est souvent difficile pour les opérationnels qui ont l'impression que du coup, on n'est pas coopératif, on va se les mettre à dos et ça va très mal se passer. J'ai vraiment… pratiquement failli me fâcher avec l'opérationnel. Parce que si je l'écoutais, on
donnait ça, on donnait ça. Et donc, ce qui est compliqué, c'est de circonscrire déjà un cadre. Et ça, Alors, moi, ce que j'ai vu assez souvent en enquête simple, ce sont des enquêtes simples de la DGCCRF sur des sites de fabrication, où ils viennent plutôt demander des éléments assez techniques, des dossiers réglementaires, un certain nombre d'informations comme ça. Alors, c'est très circonscrit. Voilà, mais j'ai pas encore vu d'autres types d'enquêtes simples. Quand c'est circonscrit, souvent, ça se passe assez bien, parce qu'on sait exactement, et comme dit Mélanie, parfois, même en enquête simple, ils écrivent avant et ils donnent la liste des documents qu'ils veulent voir. Dans ce cas-là, c'est vrai que c'est assez simple. Souvent, on n'a pas besoin de se déplacer parce qu'il n'y a pas de raison. On sait exactement ce qu'ils vont regarder. L'entreprise nous a envoyé avant les documents correspondants, donc on a pu identifier, le cas échéant, ce sur quoi il allait falloir donner des explications. Dans ce cas-là, c'est assez simple. Quand c'est inopiné et qu'on ne sait pas et que c'est un peu une phishing expedition, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, tu t'es débrouillé tout seul avec elle? Non, on a fait ça le matin. D'accord. Il était bien formé, il a su un certain nombre de choses. Et puis après, effectivement, il s'en est suivi une liste de documents complémentaires, mais ça, elle a fait une demande par mail. Mais c'est quand même assez étrange de débarquer comme ça. Mais comme ça, c'est pas non plus tous les jours que ça arrive. Hein. Non, mais je pense qu'on était privilégié, Mathieu. Oui, mais je pense que j'étais pas le seul, et je pense qu'elle a fait le tour effectivement de certains laboratoires, parce que c'est à la suite de la condamnation, et on a compris après que les 2 inspectrices faisaient partie de cette équipe-là. Donc ils ont dû avoir un mot d'ordre de dire, bah, tiens, on va regarder un peu ce qui se passe dans le secteur. Donc c'était pas non plus visé, on n'était pas spécialement visé. On a fait partie, je pense, d'un certain nombre de laboratoires, pour simplement se dire, bon, quelles sont un peu les pratiques du marché, parce que si on en a chopé un, il y en a peut-être d'autres. Voilà. Donc, ce n'était pas non plus très agressif. Donc, sur les enquêtes simples, à ma connaissance, les personnes qui viennent nous visiter doivent quand même définir l'objet, même si la plupart du temps, c'est très largement défini. À minima, on peut, sans faire obstruction en aucun cas, leur demander l'objet. C'est le préalable. En enquête simple, vous n'avez pas d'obstruction, puisqu'il n'y a pas de contrainte. Mais on doit coopérer. Alors, encore une fois, je distingue commission et autorité. Commission, si vous acceptez qu'ils arrivent, mais ils arrivent rarement. Hein. Enquête simple, c'est très, très rare. Mais bon, si ça arrive, si vous pouvez dire « Ah ben non, moi, je ne veux pas ». Et donc, vous êtes à risque qu'ils sortent la décision et vous devez quand même. Mais si vous les acceptez, à ce moment-là, vous devez coopérer, effectivement, comme vous dites. Et au niveau de la commission, il y a un cadre qui va vous être indiqué. Ils sont quand même relativement rigoureux, parce que même les mandats, c'est quand même signé du directeur général de la DG Comp. Donc, c'est contrôlé et ça passe par le service juridique, etc. Donc, il y aura toujours un cadre. Si vous avez une enquête simple de la DGCCRF, vous n'avez pas une obligation de coopérer. C'est-à-dire, ils vous demandent... avec la seule limite qu'on a l'obligation de fournir les documents professionnels qui sont demandés. Et est-ce que je peux, au préalable de cette communication, moi, il me semble que c'est le prérequis de départ, l'objet de l'enquête, c'est-à-dire... C'est là, Mélanie a raison, il n'y a pas d'obstruction en tant que telle à demander l'objet de l'enquête. Ça ne peut pas être une obstruction. Mais s'ils ne vous répondent pas... définir le cadre de leur intervention. Ouais. Oui. Voilà, mais ils vont vous expliquer quelque chose. Enfin, moi, je n'ai jamais vu qu'ils débarquent et ils vous disent « donnez-moi des documents » et ils ne vous expliquent pas pourquoi. Ouais. Ils vous donnent quelque chose. C'est peut-être pas, comme disait Mathieu, c'est peut-être pas très explicite, c'est peut-être pas très complet, mais vous savez dans quel cadre général ils arrivent. Moi, j'avais à l'esprit quand même qu'il y avait un devoir de coopération dans le cadre des enquêtes simples, et que, en fait, ce qui sous-tend ma question, c'est juste, avant de commencer à communiquer, de demander, même s'il est vague, le cadre de l'enquête, l'objet de l'enquête, ne s'analyserait pas comme un manque de coopération. Ah non. Voilà. Vous pouvez demander. Après, s'ils vous répondent vaguement, vous n'allez pas
pouvoir rentrer dans un débat pendant 2 heures, voilà. Là, ça pourrait à ce moment-là devenir de l'obstruction si vous faites durer le temps du débat, du cadre. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. C'est aussi un peu au feeling, hein. Oui. Ouais. Alors, j'avais d'autres questions. Vous avez parlé dans le cadre des enquêtes simples des réserves. Alors, apparemment, j'ai compris. Non, les réserves, c'était dans le cadre de l'enquête lourde. Lourde. Oui. Excusez-moi, je me suis Oui, mal oui. exprimée. Je parlais des enquêtes lourdes. Dans le cadre des enquêtes lourdes, vous avez parlé des réserves et que les autorités européennes, la Commission européenne avait a priori pas trop de difficultés à intégrer dans le PV les réserves. En revanche, l'autorité de la concurrence ou les autorités donc de la DGCCRF étaient plus réticentes Oui. à annexer les réserves au PV. Non, à l'inscrire dans le PV. À l'inscrire dans le PV. Voilà. En revanche, on peut l'obliger à les prendre enfin l'obliger. On peut leur demander de les annexer au PV dans une feuille séparée qui est contresignée, etc., etc. Et si encore ils refusent, parce qu'il n'y a aucun droit à faire des réserves, les textes ne prévoient pas du tout ça, à ce moment-là, immédiatement, une lettre au JLD et au rapporteur général à la suite. Voilà. Via les OPJ qui versent en fait au dossier ce qu'ils ont reçu pendant l'inspection. Oui, qu'on double quand même d'un courrier qu'on directement. Qu'on double toujours, aussi. Mais... Donc, si je comprends bien, si par exemple, dans le cadre du PV, il est refusé d'annexer ces réserves, OPJ. Il faut demander aux OPJ qui sont présents de recevoir les réserves. Eux, ils les prennent toujours. Donc, c'est sous la forme d'un courrier. Oui, c'est la même chose que ce que vous vouliez annexer. Vous le donnez, ils refusent, vous le donnez à l'OPJ et on le double d'un courrier le lendemain au JLD et au rapporteur général. D'accord. J'avais une autre question sur le privilège des correspondances avocat-client. Vous citiez l'exemple d'une entreprise qui ne savait pas malheureusement qu'il y avait des correspondances couvertes par ce privilège et donc qu'il y avait eu des saisies. Est-ce que vous recommanderiez par exemple à une entreprise par principe de dire qu'il y a probablement oui, toujours. Oui. La réponse est est-ce qu'il y a des correspondances avocat-client? La réponse est oui. Il n'y a pas même pas oui, mais pas oui, pas je vérifie. Oui, voilà. Toujours. Et il ne pourra pas être reproché à l'entreprise. Si par hasard il n'y en a pas, non. Voilà. Et en plus, c'est rare qu'il n'y en ait pas. Hein. Ok. Je n'ai jamais vécu le cas, ne serait-ce que parce qu'il y a quand même une acception large des correspondances avocat-client, c'est-à-dire que évidemment qu'un chargé de compte très opérationnel n'a pas échangé directement avec un avocat, mais il a pu être en copie d'un email qui reproduisait l'avis d'un avocat, ne serait-ce que l'avis d'un avocat qui disait, parce que le directeur juridique a envoyé à toute l'entreprise en disant, voilà, nos avocats nous recommandent de faire attention à telle chose. Ça, c'est couvert par c'est couvert par le secret des correspondances avocat-client et c'est a priori dans la boîte mail de tous les employés. Donc, normalement... La réponse est oui. Ok. Dernière petite question, sans vouloir monopoliser, vous avez recommandé de prévoir un mail interne à circulariser dès le début de l'enquête et notamment, par exemple, d'indiquer de ne pas détruire des documents, etc. Est-ce que ça pourrait ne pas être mal interprété? Ah non, au contraire. Que d'envoyer ce type de mail? Non, ils vont le voir. Les inspecteurs le voient, puisqu'ils ont pris la main sur tout le système informatique. C'est vraiment... le voient et c'est très bien. Non, ça ne veut pas dire que vous supposez que vos employés vont se précipiter pour détruire des mails, non. Qu'ils le font habituellement ou que Non, mais ça veut dire ne serait-ce que... Soyez vigilants. Il y a des... Quand vous êtes à votre bureau, que vous travaillez, vous pouvez recevoir des choses et les détruire immédiatement parce que ça ne vous intéresse pas. Voilà, c'est juste dire, voilà, vous ne détruisez rien, vous ne touchez plus à rien. C'est en ça que c'est assez disruptif sur la vie de l'entreprise. C'est qu'en gros, plus personne ne peut travailler. Mais c'est important. En tout cas, ceux qui sont bloqués. Ouais. Oui, mais même du coup, ceux qui reçoivent le mail, ils doivent quand même faire très attention. Et... Après... Exactement, on détruit rien, on coopère, voilà. Dernière remarque pratique, avec le développement du télétravail, si les enquêteurs arrivent un jour où le responsable juridique, le directeur juridique, le juriste de l'entreprise ou la personne qui est responsable d'accueillir ces personnes est en télétravail et que le temps matériel que la personne qui arrive, il se passe un délai et vous avez dit ils ne sont pas obligés d'attendre les avocats. Est-ce qu'ils sont... Non. Pas non plus le directeur juridique parce que
comme on le disait tout à l'heure, c'est jamais le directeur juridique qui vont demander à l'accueil parce que ce serait faciliter la tâche de l'entreprise. À l'accueil, ils vont demander soit le directeur général, le general manager du site, etc., soit le directeur commercial. Ils vont demander la personne qui est la moins susceptible de savoir comment, de mettre en place les garde-fous. C'est pour ça que j'anticipe un peu, mais on a commencé la discussion. Donc voilà, c'est pour ça que il faut vraiment former les gens à l'accueil sur le fait que quelle que soit la personne demandée, la première personne qu'ils appellent, c'est le directeur juridique. Ensuite, ou son suppléant, vous devez avoir. Oui, mais même en télétravail, on est joignable généralement. Si vous êtes en vacances, effectivement, une autre personne du département juridique. Et ensuite seulement, ils appellent la personne demandée. Mais il faut vraiment que la première personne appelée, ce soit le département juridique. Ou de la compliance. Ou compliance, évidemment, pour éviter qu'on se retrouve dans une situation où, parce que vous allez voir, il y a plein de choses à penser quand les inspecteurs arrivent, qu'on se retrouve dans une situation où on a l'interlocuteur désigné des inspecteurs qui est une personne qui n'est pas nécessairement très bien formée à tout ce qu'on discute aujourd'hui. Il peut avoir des noms. Oui, il peut avoir des noms tout à fait. Parce que si généralement, aucune des personnes n'est là, il faut un... Oui, enfin, s'ils demandent un responsable qui n'est pas là, qu'ils appellent le juriste qui n'est pas joignable au moment où il est appelé, s'ils demandent le responsable sur site et que cette personne n'est pas là, est-ce qu'ils vont attendre ou est-ce que... Ils n'attendent pas de manière générale. Ils n'attendent pas, ils ont un certain nombre de noms et puis à un moment donné, ils commencent à être énervés et donc il vaut mieux éviter ce truc. Voilà. Parce que n'oubliez pas qu'ils peuvent aussi aller dans les domiciles. Donc, il faut quand même faire attention à ne pas provoquer cette réaction. S'il n'est pas là, on va chez lui, quoi. Et il faut aussi penser au fait que quand même, leur but, c'est de venir quand les gens sont là. Donc, c'est d'où le fait que généralement, ils ne débarquent pas un lundi matin à 8h, ni un vendredi. Voilà. Ils essayent d'éviter les vacances scolaires. Leur but, c'est que le maximum de gens soient là. Ils ne débarquent pas un 24 décembre au matin. J'ai jamais vu une inspection qui commence là, parce que l'idée, c'est quand même que les gens soient sur place pour pouvoir saisir leur téléphone portable qu'ils auront sur eux, pour pouvoir, le cas échéant, faire des auditions et leur poser des questions. Donc, moi, j'ai jamais eu le cas où effectivement, où personne, en descendant la chaîne, n'était là pour réagir. Je suis un peu consciente de l'horaire là parce qu'on n'avance pas. On avance, mais on n'avance pas comme je l'avais imaginé. Donc, je vais passer sur les perquisitions pénales parce que c'est quand même très rare et vous avez tout dans le slide, donc c'est relativement simple. Donc, on va commencer par le premier scénario qui est justement l'arrivée des inspecteurs, madame, qui vous inquiétait. Donc, on prend le scénario, il est 9h10 du matin, 5 agents de l'autorité accompagnés de 2 officiers de police judiciaire armés se présentent à l'accueil de votre entreprise et demandent à parler immédiatement au directeur général. Donc, que faites-vous? Et comme ça vous intéresse, je vous interpelle pour nous dire que... Alors, se présente à l'accueil et demande à parler au directeur général. Alors, comment réagissez-vous? La question s'adresse au responsable juridique que je suis. Tout à fait. OK. Vous êtes informé parce que vous avez très bien formé l'accueil et il vous appelle. Alors, je leur propose de les installer. Je leur propose de patienter quelques instants. J'appelle immédiatement notre avocat spécialisé en droit de la concurrence pour l'informer et lui demander si il peut venir nous assister. Là-dessus, c'est important de préciser quand vous appelez l'avocat combien d'inspecteurs vous avez. D'accord. Parce qu'encore une fois, sur le shadowing, sur le fait qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de monde pour accompagner les inspecteurs. Alors, ça peut être des membres de l'équipe juridique et des avocats, mais c'est important. On ne mettra pas la même équipe si vous avez 8 personnes ou si vous en avez 3. D'accord, OK.
Donc, j'avertis mon avocat et lui demande son assistance. Je fais patienter mes interlocuteurs en ayant parfaitement conscience qu'ils ne vont pas patienter éternellement et qu'il faut être très, très rapide et diligent. J'avertis évidemment le top management du démarrage de l'enquête et je me propose et leur demande de manière un petit peu sans leur imposer, mais très volontariste, de coordonner, centraliser, enfin de piloter avec eux le déroulement de l'enquête. Peut-être deux choses ici. Dans ces premiers moments, il faut absolument prendre la copie de l'ordonnance et la faxer ou la scanner. Pardon, excuse-moi, oh là là, elle me rappelle que je ne suis pas toute jeune. Pour la scanner et l'envoyer par mail. Un fax, on va faire une crise cardiaque, on ne sait plus comment les ouvrir. Elle est vraiment dure. Hein, vraiment. Et donc, pour que l'avocat puisse lire dans le taxi, vérifier le temps d'arriver. Voilà. Ça, c'est dans une salle loin de tout. Oui, voilà. Loin de tout, c'est un très bon réflexe. Donc, alors, j'ai eu la chance d'avoir que des enquêtes simples. Donc, il faut une salle de crise. Ouais. Et ça ne concerne pas que les inspecteurs concurrence. Il faut que vous ayez un endroit qui soit prédéfini. Et où on met les inspecteurs, comme dit Mathieu, loin de tout, et aussi réserver immédiatement une autre salle qui n'est pas à proximité, où les avocats, les juristes puissent se réunir. Ensuite, très important pour une vérification française, il demande l'occupant des lieux. L'occupant des lieux. C'est-à-dire, il faut que vous désigniez celui qui aura la fonction d'occupant des lieux. Et l'occupant des lieux, il y a une tendance naturelle à dire « Ah ben, c'est moi, le directeur juridique, qui va être l'occupant des lieux ». Mais l'occupant des lieux, on lui prend son téléphone et l'occupant des lieux doit être disponible pendant toute la durée de l'inspection. Et donc, nous, on conseille très vivement de ne pas désigner le directeur juridique comme l'occupant des lieux pour qu'il garde sa liberté. Alors, si c'est dans un groupe, pour pouvoir échanger avec le groupe, parce que imaginons que si vous êtes une société américaine, vous imaginez bien la bombe nucléaire que provoque un downgrade. Donc, et même si vous êtes un groupe suisse ou je ne sais pas quoi, ça déclenche quand même une mobilisation du groupe qui fait qu'il faut que le directeur juridique puisse garder sa mobilité. Il faut qu'il puisse aussi interagir s'il y a plusieurs équipes d'inspection avec les différentes équipes. Et en tant qu'occupant des lieux, il est juste bloqué dans une salle et il ne peut plus rien faire. Donc, c'est la raison pour laquelle directeur financier, très bien, RH, oui, pourquoi pas. Ou quelqu'un au sein de la DG, peut-être. Ou quelqu'un, exactement. Voilà, exactement. Parce qu'occupant des lieux, c'est juste la personne qui va signer les PV. C'est ça son rôle. Et il doit être dans une salle et pas bouger de la salle, l'occupant des lieux. Ah, s'il peut bouger un peu. Après, ça dépend comment se passe l'inspection. Hein. Je veux dire, là, on donne les règles. Mais il doit être disponible à tout moment pour les inspecteurs. À tout moment. L'interface entre les inspecteurs et exactement. Et quand vous dites qu'on lui retire son téléphone, c'est les inspecteurs qui prennent son téléphone? C'est ce que la dernière fois, tu sais, chez notre amie là, on lui a pris son téléphone. Elle avait juste eu le temps d'envoyer un SMS en disant on est sous inspection. Voilà. Et ils en font quoi du téléphone? Oh, rien, ils le gardent avec eux le temps de l'inspection, ils le rendent à la fin. Souvent, ils ne regardent même pas ce qu'il y a dedans. C'est simplement que l'occupant des lieux. C'est très curieux. Ils ont très peur de la communication vers l'extérieur, etc. Parce que si c'est la seule personne à qui on prend le téléphone, tous les autres salariés peuvent communiquer sur l'extérieur. En fait, ils prennent, quand c'est la Commission européenne, par exemple, ils prennent tout, ils bloquent. Et après, ils rendent. Mais c'est aussi la seule personne à qui ils remettent l'ordonnance. D'accord. Donc, c'est la seule personne qui a sous les yeux tous les éléments qui ont été remis au JLD sur le scope de l'infraction, etc. Donc, c'est là où, en réalité, c'est cette personne-là qui est targetée vraiment par les inspecteurs. Alors, une petite question un peu stupide, excusez-moi, mais si la personne a un téléphone professionnel et un téléphone personnel, on lui retire les deux téléphones ou juste le professionnel? Normalement les deux, puisqu'encore une fois, l'idée, ça n'est pas d'aller regarder ce qu'il y a dedans,
D'accord. C'est vraiment simplement de s'assurer que la personne ne va pas communiquer avec l'extérieur pendant l'inspection. La grande peur des autorités étant évidemment que si l'inspection a pris un peu de retard chez un concurrent, si vous êtes en cas d'entente ou sur un autre, que toute l'entreprise soit au courant qu'il y a une inspection, il se passe peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Les gens finissent par être au courant, mais 1 heure, 1 heure et demie, à moins qu'ils soient très mal coordonnés ou qu'il y ait un gros décalage horaire, normalement, ils sont chez toutes les entreprises et c'est fini de toute façon chez toutes les entreprises. C'est pour éviter les communications. D'accord. Merci. On passe peut-être au deuxième scénario. On a déjà vu plein de choses. Mais vous retrouvez dans le petit booklet tous les bons réflexes dont on vient de parler. Donc, début de l'inspection, on revient. Les inspecteurs vous informent qu'ils vont commencer l'inspection sans attendre l'arrivée des avocats que vous avez prévenus et qui sont en route. Quelles sont les précautions à prendre puisque pour l'instant, vos avocats ne sont pas là? À votre avis? Il y en a une dont on n'a pas parlé beaucoup pour l'instant, même si on l'a évoqué, qui est qu'il faut mettre en place une équipe de shadowing. L'équipe de shadowing, c'est le fait que pour chaque inspecteur, il doit y avoir, alors dans l'idéal, une personne de l'équipe juridique et dès que les avocats sont arrivés, on vient renforcer l'équipe juridique, mais tant que les avocats ne sont pas arrivés, ça peut aussi être des personnes de la compliance, des RH, voilà, qui vont s'attacher au pas des inspecteurs pour les suivre dans les bureaux qui vont commencer à fouiller, regarder ce qu'ils regardent sur les ordinateurs, noter quelles sont les personnes dont ils veulent saisir ou au moins regarder l'ordinateur, le téléphone portable. Et l'idée, c'est que c'est un rôle très important et un peu ingrat parce que l'idée, c'est pas de faire obstruction, mais simplement de noter tout ce que font les inspecteurs, notamment les inspections françaises où il y a le droit de fouille, noter les placards dans lesquels ils vont farfouiller, les documents qu'ils commencent à prendre, les clés USB dans lesquelles ils commencent à regarder ce qu'il peut y avoir, pour que quand les avocats arrivent, on ait une vision à peu près complète de ce qui s'est passé avant notre arrivée et qu'on sache un peu comment les choses se sont déroulées. Et ce qui est important, c'est aussi l'équipe informatique. L'équipe informatique, il faut qu'elle soit formée parce que l'informaticien, par nature, est quelqu'un qui veut résoudre les problèmes. Et donc, si quelqu'un appelle pendant que l'inspection commence, il voit son compte bloqué, et il appelle le service informatique, qu'est-ce qui se passe, mon compte est bloqué, etc. Il peut y avoir un gars dans l'équipe informatique qui lui débloque son compte. Et ça, c'est de l'obstruction. Oui, ça, c'est immédiatement de l'obstruction. Immédiatement. Donc ça, c'est extrêmement important. Et au niveau des shadows, juste peut-être une précision sur les inspections françaises. Normalement, lorsque l'OPJ quitte il y aura un OPJ avec chaque équipe. Donc, quand l'OPJ quitte la salle pour aller se laver les mains ou pour aller chercher un café, ça doit s'arrêter. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, il est là pour protéger l'entreprise. Donc, s'il n'est plus là, l'entreprise n'est plus protégée et donc il faut que l'inspection s'arrête. C'est des moyens d'annulation du déroulement quand il y a ce genre de choses qui se passent. Donc, ne rien dire, ne dites pas pendant l'inspection « Ah, il faut que ça s'arrête parce que l'OPJ est parti ». Non, consignez l'heure à laquelle l'OPJ est sorti, l'OPJ est revenu et ça, nous, après, on en fait notre affaire devant quand on exerce le recours. Je vois que ça commence à se tendre. Non, mais peut-être qu'on peut demander s'il y a des questions sur parce que vous avez en fait tous les scénarios. Oui. Alors c'est très important. Donc, quand l'autorité arrive et elle a identifié des personnes dont elle veut que tous les accès informatiques soient bloqués. Ils ne peuvent plus avoir accès à leur boîte mail.
d'aucun support, donc ça se fait au niveau central informatique. Ils ne peuvent plus avoir accès à leur email, ils ne peuvent plus avoir accès à leur dossier, ils ne peuvent plus avoir accès à leur bureau, ils ne peuvent plus avoir accès à rien. Si jamais, parce qu'il a envie d'être sympa et que ça arrive, le directeur commercial, il peut être dans la réunion de sa vie la plus importante du monde et avoir terriblement besoin, et tout d'un coup, il va perdre l'accès à sa présentation qu'il est en train de présenter. Enfin, ça peut être l'enfer. On ne peut rien faire à part s'excuser platement au client qui est en face. Il faut absolument pas débloquer quoi que ce soit, même si on a l'impression que c'est pas grave. Oui, je me demandais que deviennent les éléments transmis. Les éléments qui vont être transmis, récupérés, parce qu'on pourrait très bien nous demander un certain nombre d'éléments qui peuvent être, je ne sais pas, un savoir-faire particulier, et qu'on souhaite protéger par le secret des affaires, par exemple, et qu'on ne souhaite pas, Il y a ou une deux cas constitution de prix. différents entre la France et la Commission européenne. En France, c'est ce que disait Mélanie tout à l'heure, vous avez 1 mois pour faire une demande de protection au titre du secret des affaires, en identifiant... Alors, pour les boîtes mail, il suffit qu'il y ait certains éléments dedans qui sont susceptibles de relever du secret des affaires pour protéger l'intégralité de la boîte mail. Pour les documents papier qui pourraient être saisis, il faut, page par page, démontrer quels sont les éléments qui sont protégés au titre du secret des affaires, et expliquer pourquoi, mais on peut protéger. La commission, c'est un peu différent. Tout est protégé par principe au départ, et c'est au moment où la procédure contradictoire commence formellement que là, vous allez devoir faire votre demande de protection au titre du secret des affaires. Parce que jusqu'au moment où la procédure commence, il n'y a pas d'accès au dossier des tiers. Et vis-à-vis de la commission, il n'y a pas de secret des affaires. C'est vis-à-vis des tiers. Oui. Vis-à-vis de l'autorité non plus, il n'y a pas de secret des affaires. Pardon, vis-à-vis des autorités, il n'y a pas de secret des affaires. C'est vis-à-vis des tiers dans le cadre de la procédure. L'OPJ, en fait, quand il n'est pas là et quand on filme qu'il n'est pas là, déjà, il faut le mettre... Pardon. Donc, quand l'OPJ n'est pas là, est-ce qu'il faut le mettre dans les réserves ? Il faudra à la fin le mettre dans les réserves, exactement. Et également, comment ça se passe alors quand il y a un OPJ, mais qu'il y a par exemple plusieurs enquêteurs qui vont aller à des endroits différents ? En fait, généralement, donc, les inspecteurs sont dans une salle particulière. Il y a un OPJ qui va rester dans cette salle pour constater ce qui se passe au niveau informatique, etc. Et puis ensuite, quand il y a besoin de fouille des bureaux, il y a un autre OPJ qui va accompagner les équipes pour aller fouiller les bureaux. Mais c'est pour ça qu'il peut y avoir des moments où l'OPJ n'est pas là et c'est important de le consigner et de le mettre en réserve ensuite. D'accord. Excusez-moi. Donc, on parlait des clés USB, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mettent leurs affaires, si je puis dire, sur le cloud. Donc, est-ce que donc les inspecteurs peuvent demander un mot de passe pour accéder au cloud ? Oui. Et on est obligé, et si on le refuse, parce qu'on dit l'iCloud, je mets mes photos personnelles et tout ça. Il faudrait arriver à démontrer qu'il y a 0 élément de nature professionnelle sur le cloud. Si c'est hybride, vous devez donner accès. Oui, parce que forcément, il y a toutes les photos qu'on prend. Donc, pour arriver à avoir des documents, ça va sur le l'iCloud. Enfin bon. Oui. Voilà. Cela étant dit, il faut quand même aussi relativiser un peu. Ça ne les intéresse pas, vos photos. Donc, voilà, ils vont pas... Moi, je me rappelle une inspection où le directeur général, il avait toute sa vie dans sa messagerie et effectivement, elle avait été saisie et on voulait faire sortir tout ce qui était personnel. Donc, les équipes, bon, évidemment, elles ont lu les choses personnelles, mais même nous, on garde évidemment le secret. Ce n'est pas intéressant pour nous dans nos analyses de savoir si monsieur a une maîtresse ou si monsieur a des problèmes avec le trésor public. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on garde la confidentialité sur ce genre de choses, mais et on fait sortir ces documents personnels de la messagerie, mais vous ne pouvez pas vous opposer qu'ils la prennent. C'est ça, le sujet, il est là. Mais on en revient, si les personnes ne sont pas là pour donner les mots de passe, il faudra qu'ils reviennent, il faudra qu'il y ait une requête supplémentaire. Généralement, l'informatique arrive à donner accès. Ah non, quand c'est l'iCloud personnel. Vous voyez votre iPhone, j'imagine que vous avez un iCloud personnel. Alors, si les personnes ne sont pas là... Il faut savoir qu'on peut avoir l'obligation de s'adresser au prestataire externe pour lui demander de débloquer l'accès. Notamment quand il y a une ordonnance du JLD, ça donne le pouvoir de s'adresser au prestataire externe. En pratique, généralement, on fait plus simple. On appelle la personne jusqu'à ce qu'elle réponde et on finit par obtenir le mot de passe.
Mais comme ça, on a eu dans une inspection quelqu'un qui était en déplacement. Alors, c'est pas tout à fait mot de passe, mais quelqu'un qui était en déplacement avec son téléphone. Ouais. La commission voulait absolument récupérer le téléphone pour voir ce qu'il y avait dessus. On a dû trouver un taxi qui a fait revenir le téléphone de Nantes à Paris. Pour que la commission puisse récupérer le téléphone, et le pauvre est resté à Nantes en rendez-vous professionnel sans téléphone. Parce que l'ordinateur, ils arrivaient à y avoir accès à distance, mais tous les SMS, etc. du téléphone, ils ne pouvaient pas. Donc, on a dû rapatrier. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'est quand même une situation de stress absolu, parce qu'il se passe des choses qui… Le problème, c'est qu'on, dans le feu de l'action, vous n'allez pas commencer à les contester, machin, et avoir le risque d'obstruction. Donc, on fait tout pour que ça se résolve. Je peux vous parler d'une autre situation, et on l'adresse dans un des scénarios. C'est quand le serveur est à l'étranger, par exemple. Moi, je me rappelle d'une inspection où ils avaient identifié une vingtaine de personnes dont ils voulaient les messageries, etc. Et on n'arrivait pas à débloquer toutes les messageries ensemble parce que ça passait plus par les tuyaux, en fait. Il y avait vraiment un problème d'accès. Et donc, on a essayé de trouver des solutions. Et l'informaticien, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas trop les laisser parler parce qu'ils veulent résoudre les problèmes. Et l'informaticien a dit, ah, mais ce n'est pas grave, le serveur est aux Pays-Bas et on va faire une copie du serveur et on va le faire venir par taxi. Et moi, je faisais des grands signes qui n'ont absolument pas été compris. Et la seule chose que je suis encore arrivée à obtenir, c'est qu'on réduise le nombre des custodians pour qu'on ne saisisse pas les 20 personnes, mais un peu moins. Mais ça, s'il n'avait pas fait cette proposition, que finalement le serveur il est arrivé à 2 heures du matin en taxi des Pays-Bas, s'il n'avait pas fait cette proposition, on aurait pu réduire énormément, avec de la réflexion, le nombre de messageries à saisir, parce que ce n'était techniquement pas facile. Et eux, ils ont droit à accéder à ce qui est accessible de l'entreprise et non pas que l'entreprise fasse des pieds et des mains. Imaginez si le serveur avait été à Hong Kong, on aurait fait quoi dans cette proposition? Et donc, c'est vraiment… Parfois, ce n'est pas de l'obstruction de ne pas trouver une solution. Voilà, hein, c'est à eux de la trouver, la solution. Nous, on doit essayer d'expliquer pourquoi il y a un problème. Et peut-être petite précision là-dessus, dans vos entreprises, s'il y a évidemment, l'informatique est quand même un des points d'entrée majeurs aujourd'hui pour les inspections. Il faut absolument avoir à disposition une note explicative comment fonctionne l'informatique dans votre entreprise. Alors, vous avez un cloud public, un cloud privé. Avec qui est votre fournisseur de services? Où sont situés les serveurs? Parce que ça, on ne le sait pas. Enfin, moi, je ne le sais pas chez Descartes. Donc, voilà, on ne le sait pas. Mais c'est très important de pouvoir expliquer. Comme ça, un jour, on a eu un problème parce que l'entreprise avait tout mis sur du cloud en Inde et que du coup, la durée de rapatriation des données, on a l'impression que tout est instantané, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Quand vous rapatriez énormément de données, le fait que le serveur soit en Inde ou en banlieue parisienne a un impact très significatif. Et en fait, juste, on n'arrivait pas à avoir suffisamment de bandes passantes pour tout rapatrier dans les temps. Et il y avait une frustration énorme de la commission de dire, mais attendez, je vois que c'est accessible depuis l'entreprise, puisque quand je clique, j'arrive à ouvrir le fichier. Pourquoi je veux le copier? Rapatriez-moi les données. Et en fait, c'était tellement lourd qu'on n'arrivait pas. Et c'est là où c'est très important qu'il y ait une note très bien faite, très complète, qui explique comment ça fonctionne. Et ensuite, eux, ils viennent avec une équipe informatique qui est capable de comprendre la note. On n'a pas nécessairement besoin de l'expliquer aux juristes, mais voilà, c'est quand même important. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, ils viennent accompagner de gens extrêmement compétents en matière informatique. C'est vraiment des gens qui font les inspections sur le blanchiment d'argent, etc., au niveau de l'autorité. Et la commission a une équipe qui est impressionnante de compétences. Voilà. Et on ne peut pas leur raconter n'importe quoi. C'est pour ça que les informaticiens, il faut les former pour que ça ne blablate pas à n'importe quoi à ces gens-là, quoi.
Alors, est-ce qu'il y a un scénario où on n'a pas vu les choses, les saisie informatiques, je crois qu'on a vu. Le blocage des comptes salariés, on a la communication vu. aussi. La communication. Les auditions, je pense qu'on en a parlé. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, peut-être juste sur les auditions. Comme on disait tout à l'heure, vous devez répondre aux questions. Mais les opérationnels, s'ils ne savent pas, il faut vraiment qu'ils ne répondent pas n'importe quoi pour essayer de répondre. Et là aussi, on a toujours affaire à des biais, je dirais, presque culturels par rapport aux fonctions. Un commercial, il est habitué à convaincre. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre un inspecteur de ceci ou de cela. Il ne faut pas trop parler. Donc, il y a une question, on répond factuel parce qu'on a une obligation de répondre. Mais si on ne sait pas, il vaut mieux dire « je ne sais pas, je vous reviens, je fais la recherche, etc. » que de dire n'importe quoi parce que le n'importe quoi est consigné et après, renverser la vapeur est presque mission impossible. On va dire « ah, bah, il n'a pas réfléchi, voilà, ça ne va pas du tout. » Donc, tout ce qui est consigné va être utilisé à un moment ou à un autre. Et donc, il vaut mieux ne pas savoir, mais honnêtement, pas savoir, que de dire quelque chose qui n'est pas exact. Éviter de donner des opinions personnelles, hein, parce que finalement, on n'en a rien à faire de ce que pense le salarié sur quelque chose. Souvent, ça devient la vérité absolue pour l'autorité. Et c'est là où je ne sais pas est important. On vous dit et vous pensez que vous pensez que vos concurrents ont fait la même hausse de prix que vous? Ah ouais, je suis sûre qu'ils ont fait la même hausse. Ça me paraît évident. C'est absurde, la personne n'en sait absolument rien et est juste en train de donner une vague impression de marché qui en réalité peut se révéler parfaitement fausse. Vous pouvez engager tous les économistes du monde pour dire non, ils n'ont pas fait les mêmes hausses, on ne voit pas du tout ça sur le marché. L'autorité sera là, bah si, ils en ont parlé entre eux puisque la personne savait très bien que ses concurrents allaient faire la même hausse. C'est la preuve qu'ils s'étaient parlé, ils s'étaient concertés. Et c'est impossible de revenir dessus. Et c'est très dur de dire, une fois que le commercial est lancé, c'est très compliqué. Et justement là, ça concerne essentiellement la commission parce que, rappelez-vous, il reste 3-4 jours. Et donc, c'est sûr, on leur donne à déjeuner, on passe la journée ensemble. Donc, automatiquement, les êtres humains sont ainsi faits que des liens se créent puisqu'on parle un peu pendant le déjeuner. Et donc, il faut éviter au maximum la proximité, rester distant, professionnel. Les seuls qui peuvent peut-être parler un peu avec les inspecteurs comme ça, c'est les avocats parce qu'on les connaît par ailleurs d'autres dossiers, etc. Et on arrive à garder la distance. Les opérationnels, surtout eux, parce que les juristes beaucoup moins, vous êtes comme nous, entraînés à être méfiants, mais les opérationnels, pardon, ils ont tendance, ah oui, lui, il est vraiment sympa, j'ai un très bon feeling avec lui et je lui ai expliqué, non, tu n'as rien à expliquer parce que ce n'est pas la bonne approche, rester distant, c'est très, très important. Et là-dessus, un dernier point peut-être, qui est que souvent, les opérationnels, encore une fois, comme dit Mélanie, ils aiment convaincre et ils ont l'argument clé ou l'information clé ou le document clé qu'ils veulent absolument montrer aux enquêteurs parce que ça montre bien que c'est hyper important que tout ça, ça passe par le département juridique et par les avocats. Et peut-être qu'on va dire, on va voir le directeur juridique, nous, on va voir le document, on va dire, effectivement, il faut absolument que dès maintenant, on le remette aux inspecteurs parce que ça nous paraît effectivement très important pour compléter l'audition qui vient d'avoir lieu, etc. Mais ça ne doit pas être la décision de l'opérationnel. Donc, il faut absolument qu'ils soient très bien formés sur le fait que s'ils ont l'idée du siècle sur l'argument qui tue, le document qui va régler toute la procédure, et franchement, ça arrive régulièrement qu'ils aient l'impression de ça, il faut absolument qu'ils aient en tête que ce n'est pas pendant l'audition, ce n'est pas pendant la discussion avec les autorités qu'il faut le donner. Il faut le donner au directeur juridique, il faut le donner aux avocats, on en discute et à tête reposée, on voit si effectivement c'est le document qui est important à donner ou pas. Moi, je me rappelle, c'est public, donc je peux en parler. Dans l'affaire de l'Euribor, je représentais HSBC. Et on a eu, je pense que
ça a coûté à l'entreprise, mais une blinde de faire retirer des documents qui avaient été volontairement donnés par quelqu'un, et on parle de quelque chose qu'il avait fait copier sur un CD pour être coopératif, etc. L'a donné volontairement à la commission et j'ai eu un mal fou à le faire sortir parce que la commission considérait que ça a été donné volontairement. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une violation des droits, etc. Et on est passé par le hearing officer, etc., qui a dû rendre une décision, etc., etc. Et tout ça parce qu'il y avait un crétin qui a eu cette grandiose idée de leur donner des choses qu'il pensait être hyper utiles et qui étaient en plus horribles. Donc, c'était... Oui, c'est peut-être la dernière chose sur laquelle il faut appuyer, c'est que nous et vous, on regarde l'ordonnance, on peut avoir une idée de ce qu'ils cherchent, mais cette idée, elle est floue, honnêtement. Et aujourd'hui, parfois, ils cherchent des cartels de prix et c'est assez simple de le voir, mais parfois, ils cherchent des choses avec des théories très alambiquées derrière sur ce qui aurait pu se passer, qui n'ont rien à voir avec les prix, qui peuvent avoir trait à des choses qui, par ailleurs, sont parfaitement légitimes, mais sur un aspect, ils considèrent que la ligne a été franchie. Et donc, c'est quand même très difficile de déterminer ce qui va être incriminant ou pas, là, comme ça, pendant l'inspection, tant qu'on n'a pas la big picture, tant qu'on n'a pas revu tous les documents. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que des choses sont hyper utiles et en réalité, c'est les choses les plus incriminantes du monde parce qu'ils ne cherchent pas du tout ce qu'on imaginait qu'ils cherchaient. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Une question, du coup, si on veut faire ce filtrage et qu'il y a justement un opérationnel qui propose de produire quelque chose, est-ce que nous, devant l'autorité, on a la possibilité trop tard et... On ne peut pas dire je regarde pour voir si ça correspond à l'objet du mandat, non? Une fois qu'il a proposé, ils vont se jeter dessus. Oui. Et vous n'êtes pas censé... Il y a quand même la possibilité d'avoir un débat. Oui, il y a la possibilité d'avoir un débat, mais si vous tombez sur quelqu'un qui... Là encore, la commission est beaucoup plus raisonnable que l'autorité. La commission va avoir tendance à bien vouloir avoir le débat. L'autorité, ça dépend sur qui vous tombez, mais il y a des case handlers qui sont honnêtement... Il y a vraiment des cow-boys. Ils vont dire non, c'est bon, ça a été offert, hop, je prends. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien... Et ils vont prendre. Et puis pareil, c'est toujours compliqué aussi de trouver la bonne mesure du combat, vous voyez, parce que si déjà c'est crispé, si déjà c'est compliqué, donc se focaliser sur un événement comme ça et créer encore plus d'animosité, c'est peut-être pas non plus la bonne approche, donc ça devient compliqué. Il vaut mieux qu'ils ne proposent pas. Si on peut les former en amont sur le fait qu'il faut pas... En fait, c'est la formation qui est... la formation est extrêmement importante, mais à tous les niveaux, parce que l'expérience montre qu'en situation, 60 à 70% de la formation est oubliée, parce qu'il y a le stress. Mais au moins, il reste les 30 ou 40%. Alors que s'ils n'ont pas de formation, ils risquent vraiment de faire n'importe quoi. C'est vraiment très important. Et d'où le mail aussi qui va partir est important. Le fait que je sais que parfois les entreprises nous demandent de les aider à construire une petite fiche cartonnée, plastifiée que les gens peuvent avoir sur leur bureau avec des douzaines d'onces. Il n'y a pas de risque zéro, hein. C'est impossible. Si ça se trouve, la personne a commencé il y a une semaine, elle n'a pas encore été formée, elle n'était pas dans son entreprise précédente. Enfin, on ne peut pas empêcher tous les risques, mais c'est vrai que essayer d'agir le plus en amont possible, c'est important parce qu'une fois qu'on est dans la situation, c'est quand même très difficile à gérer. Et du coup, est-ce que le commercial en question peut, lorsqu'il a une demande, donc s'il y a le directeur juridique qui accompagne dans l'investigation, dire je vais voir avec mon directeur ce que je peux vous produire qui rentre dans le cadre de l'affaire. Si on l'a déjà formé en amont à faire cette demande, ça nous permet peut-être de vérifier avant qu'il donne quelque chose. Oui, ils vont peut-être essayer de le pousser un peu en disant non, mais c'est bon, notre demande, elle est précise, on veut ça, donnez-le nous. Franchement, c'est toujours possible de push-back en disant non mais attendez, il faut juste que je vois sous quelle forme, comment, etc. Et puis... D'accord. Mais vraiment, le principe, c'est ne pas faire de proposition de données. Ça, c'est important. C'est vraiment important.
Alors, surtout que, et peut-être il faut le dire, c'est important, on pourra toujours, une semaine après l'inspection, verser au dossier tout ce qui nous semble utile en disant ah bah voilà, en complément de ce qui a été saisi, il nous semble très important de porter à votre attention tel document. Donc, pour fournir des données, on n'est pas pressé dans le temps. En revanche, pour les retirer, une fois qu'elles sont proposées, comme disait Mélanie, c'est compliqué. Et encore, tu étais devant la commission parce que devant l'autorité, c'est impossible. Impossible. Donc, non, là, on est arrivé à les retirer, mais au prix quand même d'efforts qui étaient totalement démesurés par rapport. Mais bon, on les a fait l'effort parce que le document contenait des choses qui ne nous plaisaient pas. C'était ça aussi, parce que sinon on l'aurait laissé. Après, il y a aussi des gens qui se battent pour les principes, c'est aussi important. Mais là, en l'espèce, il y avait des choses dans le document. Coller à la demande et de ne pas aller au-delà des questions posées jamais, etc. Bon, mais comment on peut empêcher un opérationnel de répondre spontanément à des questions? Le coup de pied sous la table. Est-ce qu'on peut monopoliser la parole et répondre à sa place comme l'avocat qui croyant bien faire, voilà. Ce sera de l'obstruction aussi. Voilà. Ou est-ce que on n'est pas à l'abri d'un mot malheureux, quoi. Non, on n'est pas à l'abri, mais je pense que la formation, malgré tout, aide parce que je veux dire. C'est pour ça que les do's and don'ts sont assez pratiques parce que ne faites jamais ça, ça, on peut mémoriser. En revanche, d'avoir toutes les subtilités de tout ce qui peut se passer dans une inspection, c'est pratiquement impossible. Mais il y a quelques grands principes. Il y a des correspondances d'avocats, oui. Ne pas papoter avec les inspecteurs, ne pas donner volontairement des choses qui ne vous ont pas été demandées. Si quelque chose vous est demandé, quand même le montrer, comme disait Madame, à l'avocat ou au juriste. Est-ce que je peux donner ça? Et si on regarde et on trouve que ça n'a aucun lien avec l'inspection, on peut engager une discussion avant que ce soit déjà dans les pattes de l'inspecteur qui va s'en saisir. Et c'est vrai que, par exemple, la personne peut dire je vérifie juste que ça correspond bien à votre demande. Et là, il se tourne vers le juriste. Je vérifie juste que ça correspond bien à votre demande. Le juriste regarde rapidement et puis après peut réagir vite en disant non, ça c'est. On comprend que votre demande c'est bien précisément ça. Bon bah ok, c'est pas ça. On va chercher ce qui correspond vraiment à votre demande. Voilà. Mais les mots malheureux, on n'évite jamais 100%. Ouais. Des et mots puis malheureux. C'est plus facile sur les documents d'avoir cette discussion que, comme vous dites, une réponse qui est sortie. Voilà. Est-ce que vous avez participé à telle réunion? Là, c'est factuel, on peut pas. Voilà. Est-ce que vous avez écrit? Ah non, mais là, on peut. Ouais. Si vous avez une question dont on considère pendant qu'elle, même si il y a déjà été répondu, et on considère qu'elle est auto-incriminante, on peut la faire sortir du PV. Mais c'est vrai que quand ils demandent juste telle réunion sans rien dire d'autre, c'est vrai que oui, mais enfin là, pour le coup, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir dans ces équipes des juristes et des avocats, parce qu'on peut réagir en disant mais attendez, vous visez quoi? Il s'est passé quoi à cette réunion pour que vous posiez la question? Vous voyez, on entre dans un débat, mais il ne faut pas que l'opérationnel ait le débat. Il faut qu'il soit accompagné à ce moment-là pour avoir cette discussion. Parce que les questions, je vous assure, dès que les questions commencent, nous, on est comme des tigres en train de faire attention à qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent. Ça fonctionne à 100 km/h dans la tête en essayant, par rapport à tout ce qu'on sait. Évidemment, c'est plus facile avec des entreprises dont on est déjà les conseils parce qu'on sait à peu près ce qui s'y passe. Donc, on est encore d'autant plus autorisé. Et c'est pour ça que les gens du service juridique sont si importants parce que eux, quand on a une entreprise qu'on ne conseille pas déjà, les juristes d'entreprise, eux, ils savent ce qui s'y passe. Et donc, ils sont un relais absolument formidable pour être vigilants. J'ai une question. Un exemple concret, on demande à un commercial, par exemple, est-ce que vous avez demandé à tel distributeur de relever le prix de tel produit? Alors, on ne sait pas si l'enquêteur a un mail malheureux ou s'il n'a rien. Alors là, je ne me souviens pas. Ouais. D'accord. Et si on vous sort le document,
Je me souviens pas, c'était il y a longtemps, je me rappelle pas. Voilà, c'est La mémoire de poisson rouge est le meilleur ami de l'opérationnel. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout parce que, je veux dire, tout le monde a ses engagements.